Salut, je m'appelle Adeline. Je sais qu'à 19 ans, je suis jeune, mais je comprends à quel point le monde peut être cruel. Ma famille était très riche, donc on vivait dans une gigantesque maison. J'allais dans les meilleures écoles. Et j'avais des vacances de rêve. Ce que je ne savais pas était que mon père avait un gros secret. Son entreprise avait fait faillite. Vu que c'était quelqu'un de fier, au lieu de nous dire la vérité à ma mère et moi, il s'est laissé submerger. Quand j'avais 10 ans, il s'est suicidé et nous a laissé à ma mère et moi le deuil et la culpabilité, avec une maison qu'on ne pouvait plus payer. C'est pour ça qu'on a déménagé de ce palais pour venir habiter chez ma grand-mère dans une petite ville. J'avais toujours pensé qu'après le lycée, j'irais à la fac. J'avais envie d'étudier la finance, et ça me semblait encore plus important maintenant, car à l'avenir, je pourrais reconstruire l'empire de mon père et le rendre fier. Je n'avais plus d'allocation. Alors je dépendais de mon boulot à temps partiel au restaurant pour m'en sortir. Je suis plutôt intelligente. Alors durant mes premiers semestres à la fac, j'ai réussi à obtenir des bourses qui sont devenues mon revenu principal. Malheureusement, ce semestre-là, il n'y avait qu'une bourse complète disponible. Le problème, c'est que même si je suis intelligente, il y a aussi ce mec dans ma classe, Raphaël, qui est encore plus intelligent. Pour les examens précédents, même en bossant nuit et jour, et en buvant des litres de café pour rester éveillé, il était toujours meilleur que moi. C'est vraiment embêtant car je savais que c'était un gosse de riche. Donc il n'avait même pas besoin de la bourse. Il était beau aussi, et beaucoup de filles s'extasiaient devant lui. Dans tous les domaines, il était premier, que ce soit pour les cours ou les filles. Mon Dieu, c'était le mec le plus frustrant au monde. Je crois que de me plaindre constamment de Raphaël a rendu ma colocataire Belle folle, car elle m'a dit de me taire et m'a conseillé de me servir de mes atouts pour lui passer devant. En y réfléchissant, c'était pas bête. Raphaël serait toujours plus intelligent que moi, alors si je ne pouvais pas être meilleur que lui, il fallait que je le divertisse pour qu'il échoue à l'examen. Je sais que ça paraît méchant, mais c'est pas comme s'il avait besoin de la bourse, non? Belle a accepté de me prêter de jolis vêtements et m'a montré comment me coiffer et me maquiller. Je suis passée de Cendrillon à une princesse. Maintenant, j'avais juste à approcher Raphaël et mettre mon plan obtention de bourse à exécution. Après les cours, Belle et moi avons volontairement suivi Raphaël. Quand je lui ai passé devant, Belle a surgi et m'a bousculé. J'ai donc trébuché sur lui en échappant mes livres. Il est immédiatement venu pour les ramasser et me les donner. En le remerciant, j'ai fait mine d'attraper sa main par hasard. Nos regards se sont croisés et il m'a souri. Et bingo! Le lendemain, après les cours, j'ai couru pour aller au travail. Quelques jours plus tôt, j'étais tellement prise par mes révisions que j'ai oublié que je devais aller travailler. Alors quand je suis arrivée au restaurant, ma patronne m'a réprimandée en me disant que ce serait déduit de mon salaire ce mois-ci. Je l'ai regardée avec des yeux de chien battu. Puis j'ai soudainement senti que quelqu'un me regardait. J'ai regardé derrière le comptoir et j'ai vu Raphaël. Quelle humiliation! Avoir un salaire réduit était une catastrophe. Alors je n'avais pas d'autre choix que de trouver un autre boulot à temps partiel à côté. Il fallait que je trouve quelque chose qui s'adapte à mes études. Donc il fallait que j'ai des heures modulables et que je travaille sur de courtes périodes. Idée de génie! Je pouvais donner des cours de piano. J'en faisais depuis que j'étais petite et je savais que j'étais douée. J'ai créé un flyer avec écrit « Donne cours de piano sympa à domicile ». Et j'étais contente de recevoir un appel dès le lendemain. Je me suis rendue à l'adresse et à ma surprise, je me suis retrouvée devant un manoir. Était-ce la bonne adresse? Intriguée, j'ai sorti mon téléphone pour appeler le numéro avec lequel on m'avait contacté. J'étais totalement choquée quand la personne qui a ouvert le portail était Raphaël. J'ai lâché à voix haute. « Raphaël? C'est toi? Tu m'as embauché pour des cours de piano et je le fixais. »« Ouais, » dit-il en souriant. « Écoute, je suis désolé que ta patronne se soit comportée comme ça avec toi au restaurant. Et j'ai un piano ici, donc j'imagine que c'est l'occasion idéale pour apprendre. » Depuis ce jour, je donnais des cours de piano à Raphaël. Il se trouve qu'il était doué. Typique. Y avait-il quelque chose qu'il ne savait pas faire? Ok, donc je me suis rendu compte que Raphaël n'était pas l'abruti que je pensais. En fait, il était drôle et sympa. On partageait une passion pour les concerts de musique. Et on espérait tous les deux avoir notre propre entreprise un jour. Un jour, j'ai mis ma main sur la sienne pour tourner la serrure. Et j'ai eu cette étrange sensation. Était-ce des étincelles? Puis une autre fois, je le félicitais pour avoir réussi son morceau et il a dit « C'est grâce à ma belle et géniale prof !»
J'ai rougi et j'ai vite détourné le regard. Je crois qu'il a senti aussi car on s'est tous les deux mis à rougir et c'est devenu gênant. Autant dire que notre connexion devenait de plus en plus forte. Mais il fallait que ça reste professionnel, car il fallait que je pense à la bourse. Alors, à la fin du cours de piano, quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai tout de suite refusé. Je lui ai dit que je devais étudier. Il m'a demandé pourquoi je devais autant étudier, puisque j'étais déjà très bonne. J'ai saisi l'opportunité pour lui dire que si je n'avais pas la bourse pour le semestre suivant, alors je devrais quitter la fac car je n'aurais plus les moyens. En entendant ça, Raphaël m'a dit de ne pas m'en inquiéter, car il ferait exprès d'être mauvais, et que si je faisais de mon mieux, j'obtiendrais la bourse. Je me sentais gênée et un peu embarrassée, mais je l'ai enlacé pour le remercier. Mais le jour avant l'examen, il s'est passé quelque chose qui m'a fait changer d'avis. On avait cours de piano ce jour-là, et quand je me suis avancée vers la salle où on faisait le cours, j'ai entendu des voix provenant du bureau de son père. Puis une voix a crié « Il est temps que tu prennes exemple sur Vincent, et que tu fasses de ton mieux pour être comme lui. Je ne veux pas vivre en ayant la honte d'être déçu par mon fils. » C'était évident qu'avec toutes les fautes qu'il faisait durant le cours, que Raphaël avait une idée derrière la tête. Était-ce à cause de la conversation avec son père? À la fin, je lui ai demandé timidement « Raphaël, c'est qui Vincent? Je suis désolée, je demande simplement, car j'ai entendu la conversation avec ton père. Et je vois que tu es préoccupé. » Il m'a dit que Vincent était son demi-frère aîné, le fils que son père avait eu avec sa première femme. Vincent était très intelligent, et il aidait son père à gérer les affaires étrangères. Raphaël s'était toujours senti minable en comparaison à lui, et il savait combien son père voulait qu'il soit aussi doué que son demi-frère, pour qu'il puisse plus tard aider à la gestion de l'entreprise. Raphaël m'a dit que depuis qu'ils étaient enfants, il ne s'était jamais bien entendu avec Vincent. Alors il ne voulait pas être inférieur à son grand frère. Alors même s'il n'avait pas besoin de la bourse, il faisait toujours tout pour être le meilleur. Ce soir-là, j'ai repensé à tout ça, et j'ai réalisé que non seulement je me sentais mal pour Raphaël, mais qu'en plus j'avais beaucoup de sentiments pour lui. J'en ai parlé à Belle et je lui ai dit que je voulais le dire à Raphaël. Je voulais qu'il passe l'examen avec ses capacités réelles. Il méritait la meilleure note et de rendre son père fier. En plus, est-ce que je voulais vraiment gagner par tricherie? Ça n'aurait pas été honorable. Quand je parlais avec Belle, notre colocataire boudeuse Didi nous a crié dessus. « Vous allez vous taire et me laisser dormir !» Le lendemain matin, je suis allée à la fac tôt pour attendre Raphaël devant le portail. En le voyant, je lui ai fait coucou avec joie. Mais il m'a ignorée et est parti. Je lui ai crié « Raphaël, il faut que tu fasses de ton mieux aujourd'hui avec toutes tes capacités !» C'est alors qu'il s'est arrêté et s'est retourné vers moi avec un regard froid en disant « J'y compte bien. Didi m'a écrit hier soir et m'a raconté ta tentative de sabotage. » Abasourdi, je n'arrivais plus à parler. Et je le regardais avec des yeux de chien battu en bégayant. Alors si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, gardez l'œil ouvert, car la suite de mon histoire arrive prochainement. Salut, c'est encore moi. Adeline, la bonne étudiante qui donne des cours de piano. Vous vous souvenez de moi? Comme promis précédemment, je suis venue pour vous raconter la suite de mon histoire. Alors voilà un petit récap. Le seul moyen pour que je puisse rester à la fac était d'obtenir la seule bourse disponible. Le problème, c'est que l'intello Raphaël me barrait la route. Alors je me suis servi de mes charmes pour le convaincre de rater les examens. Pour que je réussisse. Oui, je sais, c'était lâche de ma part. Mais ensuite, j'ai réalisé que je tombais amoureuse de lui. Alors j'ai changé d'avis et j'allais lui dire d'essayer de faire de son mieux à l'examen. Sauf que ma vilaine colocataire Didi l'a contacté avant et lui a tout raconté. J'ai dû passer l'examen en sachant que Raphaël me détestait. Dès que j'ai terminé, j'ai rangé mes affaires pour rentrer chez moi, car je savais que je n'aurais pas la bourse maintenant. En plus, je ne voulais pas voir Didi ni avoir à m'inquiéter de tomber sur Raphaël. Je traînais ma valise dans la cour, et je me sentais pleine de regrets, de tristesse et... Raphaël me manquait. Soudainement, j'ai senti quelqu'un m'enlacer par derrière. Une odeur familière et une voix chaleureuse murmura à mon oreille. « Désolée, je t'ai mal comprise. » J'ai fondu en larmes et me suis retournée pour l'enlacer. Il se trouve que juste après l'examen, ma géniale colocataire Belle avait trouvé Raphaël pour tout lui expliquer. J'avais beaucoup de chance d'avoir une amie si adorable. J'ai invité Raphaël à visiter ma ville natale. Ma mère était heureuse que je ramène un garçon à la maison. Et même si je lui ai dit qu'on était juste amis, je savais qu'elle ne me croyait pas car notre alchimie était évidente. Elle avait l'air contente et m'a même murmuré à l'oreille « Bon choix, Adi. » Ce soir-là, ma mère a cuisiné des steaks avec des pommes dauphines pour nous faire plaisir.
On discutait gaiement et ma mère était très intéressée par Raphaël et sa famille. Elle lui a posé les questions habituelles, du genre « tu étudies quoi, tu habites où, que font tes parents ?» Mais quand Raphaël a dit le nom de son père, ma mère a échappé sa fourchette. Elle a demandé plus de détails et elle est devenue livide. Je lui ai demandé si ça allait et elle a sorti l'excuse qu'elle était un peu fatiguée. Alors elle nous a dit de finir le repas et elle est allée dans sa chambre. Ce soir-là, après avoir fait le lit de Raphaël dans la chambre d'amis, je suis allée dans la chambre de ma mère pour lui demander si elle allait mieux. Je l'ai vue assise à regarder par la fenêtre. Elle pleurait. Je lui ai dit « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux puis a dit lentement « Je suis vraiment désolée, mais tu ne peux pas être avec Raphaël. » Je ne comprenais pas, car un peu plus tôt, elle m'avait dit qu'elle l'adorait. Alors je lui ai demandé « Pourquoi, maman? Tu l'adorais avant ?» Puis elle m'a pris la main en me disant l'horrible vérité. Le père de Raphaël était l'homme qui avait fait faire faillite à l'entreprise de mon père et qui avait fait qu'il s'était suicidé. C'est impossible. Ça ne peut pas être le cas. En voyant les larmes couler sur ses joues, j'ai compris que même si c'était déchirant, c'était bien vrai. Raphaël n'était pas juste le mec mignon pour qui j'avais un coup de cœur. C'était aussi le fils de l'ennemi de ma famille. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Comment pouvait-il y avoir une telle coïncidence? Notre amour était naissant et maintenant j'étais dans la même situation que Roméo et Juliette. Je savais que ce n'était pas la faute de Raphaël car son père était un homme d'affaires sans cœur. Mais en même temps, comment pouvais-je continuer à fréquenter un mec en sachant que c'était le fils de l'homme qui avait causé la mort de mon père? En plus, ses parents ne m'accepteraient jamais s'ils connaissaient ma vraie identité. Je ne sais pas comment dire la vérité à Raphaël. Enfin, ce n'est pas comme si je pouvais me pointer en lui disant que son père était en fait un meurtrier. Non, je ne voulais pas faire de mal à Raphaël. Le lendemain matin, Raphaël est parti en vitesse. Car son père l'avait appelé en lui disant qu'il y avait une urgence. Il m'a embrassée pour me dire au revoir, et j'ai senti mon cœur se serrer. C'était non seulement notre premier baiser, mais je savais aussi que ce serait le dernier. Il a dit qu'on se verrait à la fac, et j'ai marmonné, oui, c'est ça. Je n'avais pas assez d'argent pour la fac, donc je ne pouvais pas me permettre d'y retourner. Je boudais à la maison et je déprimais. Puis à ma surprise, la fac m'a appelé pour me dire que j'avais obtenu la bourse. C'était tellement un choc. Et même si je me sentais chanceuse, j'étais aussi triste. Ça voudrait dire que je ne pourrais pas éviter Raphaël. Au lieu de ça, il faudrait que j'affronte chaque jour le mec que j'aime, en sachant que ce serait comme trahir la mémoire de mon père si je restais avec lui. Raphaël a dit qu'il viendrait me chercher à l'aéroport. J'étais très nerveuse. En fait, la peur de ne pas être capable de retenir mes émotions en le voyant me préoccupait. En l'attendant, un message est soudainement apparu sur mon téléphone. « Chérie, je suis désolée, je ne peux pas venir te chercher. J'ai une urgence en ce moment et il faut que je reste avec mon père pour l'aider à gérer les problèmes de l'entreprise. Je vais essayer de rentrer dès que possible. Tu me manques et j'ai hâte de te voir. » J'étais déçue, mais ce n'était pas grave. Je n'aurais plus à être mal à l'aise de le voir. Pendant que j'attendais à l'arrêt de bus, j'ai rencontré un mec Junsu. Il se trouve qu'il venait d'arriver de Corée et il étudiait à la même fac que moi. Il avait l'air très mal à l'aise, comme moi quand je suis arrivée ici pour la première fois. J'ai proposé de l'accompagner à la fac parce que j'y allais aussi. 2 semaines plus tard, Raphaël n'était toujours pas revenu en cours. Et je n'avais pas eu de message de lui. Même si ça m'attristait, j'essayais de me convaincre que c'était mieux comme ça. Je suis retournée à mon boulot à temps partiel au restaurant. Ma patronne m'a dit qu'il y avait un nouveau et que c'était à moi de lui montrer comment faire. Puis elle m'a présenté Junsu. C'était lui notre nouveau collègue. Tous mes collègues me taquinaient en me disant que Junsu m'appréciait. Même Belle le pensait. Je ne savais pas si c'était vrai, car j'étais focalisée sur les études et le travail. En tout cas, ça m'était égal, car j'étais toujours amoureuse de Raphaël. Puis un jour, après les cours pendant que je rêvassais, mes pas m'ont menée chez Raphaël. 3 hommes bizarres se tenaient devant le manoir. Et il y avait une pancarte à vendre sur le portail. Que se passait-il? J'ai commencé à m'inquiéter. Pourquoi Raphaël ne m'avait pas écrit? Où était-il maintenant? Je me tenais là pendant un instant, puis j'ai pris mon téléphone pour chercher son nom. Mais je n'arrivais pas à me décider à l'appeler. Quand j'avais des soucis, Raphaël était toujours là. Il m'aidait et il m'aimait. Mais maintenant, je ne pouvais pas l'aider. J'ai soudain réalisé à quel point je l'aimais et comme il me manquait. J'ai fini par marcher jusqu'au parc de la ville. Et je me suis allongée sur la pelouse près du lac où Raphaël et moi avions révisé ensemble. Je me suis mise à pleurer. Et c'est là que Junsu est arrivé. Il se trouve qu'il venait souvent pique-niquer ici. Il s'est assis près de moi et m'a donné un verre de soju.
et de la viande séchée délicieuse. Cette boisson est géniale. Si ça ne te remonte pas le moral, alors rien ne le pourra, dit-il en souriant. Il était adorable, et j'appréciais sa gentillesse. Je pleurais encore en buvant mon soju. Puis j'ai fini par faire part de mes sentiments à Junsu. Il était très à l'écoute, et il n'était pas dérangé que je pleure sur son t-shirt. Puis soudainement j'ai levé les yeux, et j'ai vu une silhouette familière au-dessus de moi. C'était Raphaël. Au début j'ai dû me pincer. Est-ce que le vin m'était monté à la tête et m'avait fait halluciner? Je me suis détachée de Junsu et me suis levée en me frottant les yeux pour mieux voir. C'était vraiment Raphaël. Il se tenait là, l'air surpris et il était très en colère. Puis il est parti et je lui ai couru après. Mais comme j'étais un peu bourrée, je suis tombée. J'ai essayé de lui crier que ce n'était pas ce qu'il pensait. Mais il a décidé de m'ignorer. Je n'avais pas d'autre choix que de rester au sol. Et regarder le mec que j'aimais de tout mon cœur s'éloigner de moi. À présent, tout semble si compliqué. Ne manquez pas la dernière partie de mon histoire. Croyez-moi, il ne faut pas rater ça. Salut les amis, c'est encore moi, Adeline. Je vais vous dire comment mon histoire se termine. Voilà un petit résumé. J'aime Raphaël, mais disons que c'est compliqué. J'ai découvert que son père n'était pas innocent dans la faillite de mon père, qui l'a conduit à se suicider. Je ne pouvais pas en parler à Raphaël car il avait disparu. Jusqu'au moment où je l'ai revu quand j'enlaçais mon ami Junsu au parc. Uniquement parce que j'étais triste à cause de lui. Bref, Raphaël a mal compris et est parti en furie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une énorme migraine. Et je me sentais affreuse. J'ai essayé d'envoyer des messages et des appels à Raphaël, mais il ne répondait pas. Et il semblait avoir disparu des réseaux sociaux. Je suis allée à son ancienne maison pour demander aux voisins, mais aucun d'eux ne savait où se trouvait sa famille. J'ai aussi demandé à son meilleur ami. Il m'a dit qu'il savait simplement que Raphaël avait été transféré dans une autre fac au Canada. 2 ans plus tard et je n'avais toujours aucune nouvelle de Raphaël. Et pourtant je pensais toujours à lui. Je sortais avec Junsu plus souvent. Je trouvais qu'il était drôle. Mais il y avait un inconvénient. Je savais qu'il était amoureux de moi. À 3 reprises, il me l'a dit. Et à chaque fois, je me suis sentie très mal de le repousser. Je pense que Junsu était quelqu'un de bien. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose qui a détruit notre amitié. Un soir, je suis allée dans un bar en ville avec lui. On était tous les deux un peu bourrés. Et il n'arrêtait pas de me dire à quel point il m'aimait. Je ne voulais pas le blesser, alors je lui ai poliment dit que je l'appréciais, mais comme ami. Junsu a insisté pour me raccompagner chez moi. Quand on est rentré, je me sentais fatiguée et je voulais juste rentrer dormir. Alors je l'ai remercié et quand j'allais rentrer, il m'a attrapé le bras pour m'attirer vers lui. Je lui ai dit de me lâcher et il m'a crié dessus. « Pourquoi pas moi? Tu sais que je t'aime vraiment. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ?» Puis il s'est penché pour m'embrasser. Je l'ai repoussé mais il n'a pas semblé comprendre. Au lieu de ça, il m'a poussé contre le mur et a essayé de déboutonner mon chemisier. J'ai crié « Non, je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais !» Puis je l'ai poussé. J'ai vite couru à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Cette nuit-là, Junsu a attendu devant le dortoir, jusqu'à l'aube pour me voir. Mais j'étais déterminée à ne pas le voir. Depuis, Junsu a essayé de s'excuser, mais je ne me sens plus en sécurité avec lui. On travaillait toujours ensemble, donc j'étais polie avec lui, mais on ne faisait plus de sorties ensemble. Puis un soir, je suis allée travailler, et ma patronne m'a dit que Junsu avait démissionné. Je ne l'ai plus revu après ça. Après les incidents avec Raphaël et Junsu, j'en avais marre des histoires. Je me suis focalisée sur mes études. Et mes efforts ont payé car j'ai terminé mes 4 années de fac en majorant ma licence. Et j'ai reçu une offre d'emploi pour être sous-directrice d'une société sidérurgique réputée. Je me suis plongée dans le travail. Après 6 mois, on me confiait plus de tâches. Et mon patron avait confiance en moi. Donc pour la plupart de ces rendez-vous importants, j'allais toujours avec lui. Notre société prévoyait de construire une autre usine. Et on essayait de trouver un entrepreneur en construction. Alors je suis allée avec mon patron pour rencontrer les potentiels entrepreneurs dans un restaurant luxueux. J'ai failli m'évanouir quand les patrons de l'entreprise sont entrés. C'était Raphaël et son père. Raphaël était si surpris qu'il était sans voix. En voyant ça, mon patron a demandé « Vous vous connaissez ?» Le père de Raphaël ne semblait pas me reconnaître, car ça faisait quelques années, et je ne l'avais pas beaucoup vu. Avant que je puisse réagir, Raphaël a dit « Non, je ne la connais pas. » Même si sa remarque me blessait, j'étais professionnelle, alors j'ai vite repris mes esprits. Et on s'est salué comme si l'on se voyait pour la première fois. Il avait beaucoup changé,
Maintenant, c'était un homme d'affaires canon. Je me demandais s'il avait une petite copine mannequin pour aller avec sa nouvelle vie parfaite. Je trouvais ça difficile d'être naturel face à lui. J'arrêtais pas de bégayer et mes mains étaient moites. Pire encore, lui semblait complètement indifférent. Pendant le dîner, on a parlé boulot, et le père de Raphaël semblait vouloir absolument collaborer. Mais mon patron n'était pas très intéressé. Je savais que c'était parce qu'on avait aussi un autre entrepreneur qui proposait un tarif plus bas. Avant de partir, je suis allée aux toilettes, et avant d'ouvrir la porte, j'ai entendu des voix dans le couloir. C'était Raphaël et son père qui discutaient. « Si on n'obtient pas ce contrat, on est cuit. »« Je sais, papa. Je vais faire de mon mieux pour obtenir ce contrat. » dit Raphaël fermement. Ok, donc peut-être que sa vie n'était pas si parfaite après tout. À ce moment-là, j'ai songé à lui venir en aide. Mais ensuite, je me suis dit que le père de Raphaël avait détruit l'entreprise de mon père au point qu'elle fasse faillite. À cause de lui, mon père n'était plus là. Alors si leur société avait des ennuis à présent, c'était juste une revanche, non? Ce soir-là, j'ai eu du mal à y voir clair. Au final, j'ai décidé d'oublier cette querelle pour trouver un moyen de les aider. Je détestais ce que le père de Raphaël avait fait à ma famille. Mais je n'étais pas comme lui. J'étais quelqu'un de bien et je savais que Raphaël aussi. Je l'aimais et je voulais l'aider. Je suis restée éveillée pendant plusieurs nuits. Et j'ai récolté toutes les données pour aider à prouver que l'entreprise de Raphaël était idéale. J'ai aussi rassemblé des preuves d'un ancien contrat où l'autre entrepreneur avait réduit les matières premières, ce qui a conduit à une baisse de qualité dans la construction du projet. J'ai rassemblé tous les documents la veille du jour où mon patron avait rendez-vous avec l'autre entrepreneur. Heureusement, après avoir écouté mon discours, mon patron a changé d'avis et a décidé de choisir la société de Raphaël pour le projet. Le jour où nos sociétés ont signé le contrat, Raphaël était toujours froid avec moi. Il ne saurait jamais qu'il signait ce contrat grâce à moi. Mais peu importe, il fallait que je tourne la page pour laisser le malheur derrière moi et avancer dans ma vie. Un jour, j'ai pris le bus pour rentrer du travail car j'avais la flemme de conduire. Et c'était le même bus que je prenais avant avec Raphaël. Dès que je suis montée, j'étais bouche bée. Dans la dernière rangée, là où on s'asseyait toujours, Raphaël somnolait en écoutant de la musique. J'ai eu le courage de m'asseoir à côté de lui. Il s'est réveillé et m'a regardé. Inutile de dire qu'il était surpris. Il était temps que je lui raconte tout. Alors je lui ai demandé de faire un tour au parc avec moi. Il a accepté et on y est allé en silence. Je lui ai dit la vérité. Sur comment j'avais découvert que le commerce impitoyable de son père avait conduit le mien en faillite et qu'il s'était ensuite suicidé. Puis je lui ai parlé de Junsu et que la fois où il nous avait vus ensemble, il me réconfortait seulement car j'étais triste d'avoir vu sa maison en vente. Après avoir tout entendu, Raphaël m'a enlacée. On est restés comme ça, l'un dans les bras de l'autre à pleurer pendant un bon moment. On ne voulait pas se détacher. Il se trouve que ces 2 dernières années, la société familiale de Raphaël était dans une passe difficile et était sur le point de faire faillite. Alors son père avait décidé de vendre la maison puis ils ont déménagé au Canada pour sauver la dernière branche de l'entreprise dirigée par son frère. Il voulait s'installer là-bas aussi. Mais Raphaël voulait retourner aux États-Unis, car il m'aimait encore. Le jour où il est revenu, il m'a vu avec Junsu et il s'était dit que je ne l'avais jamais aimé si je tournais la page aussi facilement. Il était en colère donc il m'a éjecté de sa vie et a déménagé au Canada. Il a terminé la fac là-bas et a aidé à gérer l'entreprise de son père et de son frère. Récemment, l'entreprise a eu une autre difficulté, dont il se sortirait grâce au contrat. Avoir obtenu le contrat semble être un miracle, dit-il. Mais le plus grand miracle, c'est que je sois de nouveau avec toi. Après ça, on a décidé qu'on ne laisserait pas le passé de nos parents affecter notre bonheur. On s'aimait et nos familles devraient trouver le moyen de l'accepter. Avec le soutien de Raphaël, j'ai trouvé le courage d'aller dîner chez lui pour rencontrer son père. Après une bonne discussion, j'ai mentionné le nom de mon père. Et le père de Raphaël semblait surpris. Il se trouve que la mort de mon père n'était pas de sa faute, mais que c'était une tierce personne qui avait interféré dans leurs affaires. Et c'était lui qui était coupable du suicide désespéré de mon père. J'ai pleuré de soulagement. Pendant tout ce temps, je pensais que le père de l'homme que j'aimais était un monstre. Découvrir que ce n'était pas le cas m'enlevait un poids. Le père de Raphaël a promis de se racheter et m'a offert un poste génial dans son entreprise. Même si j'étais flattée, mon emploi actuel se passait très bien. Et peut-être qu'avec ce boulot, j'étais plus à même de les aider pour leurs futurs projets. Quant à Raphaël et moi, il n'y a plus d'obstacle à notre amour. On peut enfin être ensemble. Et il est hors de question que je le perde à nouveau.
Ma carrière se passe aussi très bien et je peux envoyer de l'argent à ma mère pour l'aider à payer les factures. Un jour, j'espère vraiment pouvoir reconstruire l'empire de mon père. Mais pour l'instant, j'espère qu'il me regarde et qu'il est fier de ce que j'ai accompli. Le chemin du vrai amour n'est pas toujours facile. Mais tout s'est bien terminé pour Raphaël et moi. Ça montre que parfois il ne faut pas abandonner l'espoir d'aimer. Et il ne faut jamais supposer que quelque chose est aussi terrible que ça en a l'air. Car ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Ma meilleure amie Yasmine est la fille la plus populaire de l'école. Vous savez le genre. Jolie, riche famille, le genre de fille qui a tout. Je suppose que certains diraient que c'est une enfant gâtée. Je veux dire, elle est assez méchante avec les gens. Et ses sautes d'humeur sont tellement imprévisibles. En plus, elle aime s'en prendre à tout le monde. Mais heureusement pour moi, nous sommes amies depuis que nous sommes petites. Donc je savais qu'elle ne me traiterait jamais aussi mal que les autres enfants. Mais elle ne m'a pas vraiment traitée gentiment non plus. En fait, la plupart du temps, je me sentais comme ça bonne. Mais il y avait aussi de bons jours, où elle était la meilleure amie de tous les temps. Elle m'achetait des trucs, et m'emmenait même à son country club chic le week-end. Mais quand elle devient grincheuse, oh mon Dieu! J'en ai payé les frais! Elle me criait dessus et se plaignait de chaque petite chose que je faisais. Puis elle me donnait des ordres. J'étais comme sa petite balle anti-stress ou quelque chose comme ça. Une fois, elle a réalisé que ses vêtements de sport étaient mouillés. Alors elle m'a fait échanger avec elle pour qu'elle puisse porter mes vêtements secs. On aurait dit que j'avais fait pipi dans mon pantalon et que tout le monde se moquait de moi. Elle ne m'a même pas défendue. C'était comme si elle m'utilisait pour pouvoir briller encore plus. Chaque fois qu'elle sortait avec des garçons, elle me traînait avec elle, mais ne me le faisait pas savoir à l'avance, pour que je me montre négligée, et qu'ainsi elle soit superbe à côté de moi. Il est clair qu'elle ne voulait pas que j'attire l'attention. Un jour, je me suis maquillée, et elle m'a dit que je ressemblais à un clown. Et puis il y a eu la fois où elle voulait sortir avec ce gars, mais il ne voulait sortir avec elle que si elle amenait une amie pour son frère. Alors elle m'a amenée, et oh mon Dieu! Son frère était tellement bizarre. C'était horrible. Mais je pouvais la gérer et comparer aux autres enfants de l'école qui avaient des problèmes bien pires, j'étais bien. Je me sentais mal pour eux et j'aurais aimé pouvoir lui tenir tête et les protéger, mais je n'étais pas assez courageuse. Pour être honnête, ce n'était pas seulement que je n'avais pas le courage de lui tenir tête. C'était aussi parce qu'il y avait beaucoup trop d'avantages à être son amie. Elle a toujours été généreuse et m'a donné tous ses vieux vêtements, même si elle ne les avait portés qu'une seule fois. Elle avait cette jupe super mignonne. Mais elle a vu une autre fille la porter et me l'a immédiatement donnée. Elle m'a donné une paire de talons hauts toute neuve, qui selon elle lui faisait paraître les jambes grosses. Honnêtement, la plupart de mes jolis vêtements et chaussures venaient d'elle. Et elle me ramenait toujours des cadeaux des vacances de luxe de sa famille. Mais malgré tout cela, je ne pouvais pas ignorer la légère rancune que je ressentais à son égard. Et d'accord, il y a une raison plus importante, pour laquelle je supporte la façon dont elle m'a traitée injustement. Vous voyez, Yasmine a un frère jumeau qui s'appelle Louis. Et j'ai eu un gros béguin pour lui. Sortir avec Yasmine signifiait que je devais voir Louis plus souvent. Comparé à sa sœur, Louis était si froid. Mais parfois il était assez froid, même un peu mystérieux. C'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas vraiment. Yasmine disait toujours des choses méchantes à son sujet dans son dos, des choses comme le fait qu'il était si lamentable et un tel grand-père. Mais une fois j'ai presque tout gâché en traînant chez eux. Louis était en train de se détendre et de jouer de la guitare tout seul sur le patio. Alors j'ai fait semblant de me promener et je l'ai approché et complimenté. Mais Yasmine m'a vue en regardant de la cuisine. Après, elle m'a attrapée et m'a dit « Eh, qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu viens de flirter avec mon frère? Ou est-ce que tu as le béguin pour lui? Ne t'avise pas de le faire. Si tu le fais, alors notre amitié est terminée maintenant. » J'ai été tellement choquée par sa réaction que j'ai rapidement nié et dit « Burk, voyons, ton frère est une brute. » J'espérais qu'elle ne s'aperçoive pas que je mentais. Après cet incident, j'ai dit à Yasmine que je devais rentrer chez moi, car j'avais des confections à terminer. Elle a éclaté de rire et m'a dit que le bricolage était pour les losers. Ça m'a vraiment contrariée, parce que j'adorais faire des bricolages, et que mes cousins et les enfants d'à côté m'avaient demandé de commencer à leur apprendre comment faire. Mon unique cousin m'avait même persuadée de commencer à faire des vidéos sur le sujet. Alors même si Yasmine trouvait ça totalement pas cool, j'ai continué et j'ai secrètement lancé une chaîne YouTube pour partager mes vidéos de tutorat sur le bricolage. Les enfants de mon quartier ont tous adoré, et j'ai vite eu pas mal d'abonnés. Puis j'ai fait un pas de plus, et j'ai fabriqué des marionnettes de certains personnages de dessins animés populaires, et j'ai commencé à faire des vidéos de spectacles de marionnettes. Lentement mais sûrement, ma chaîne a commencé à prendre de l'ampleur.
Il y avait une téléspectatrice avec un compte appelé Chérie Paille, qui était toujours la première à laisser un commentaire. Elle m'a même envoyé un DM sur le compte Twitter de ma chaîne, et nous avons commencé à parler presque tous les jours après cela. Un jour, j'ai décidé de faire une vidéo pour me présenter correctement aux téléspectateurs de ma chaîne, mais j'étais trop timide pour montrer mon visage. Alors je l'ai fait avec les marionnettes à la place. Le public semblait plus intéressé lorsque je parlais de ma propre vie. J'ai donc commencé à leur parler de ma famille et de mes amis. Et bien sûr, cela incluait Yasmine, mais j'ai changé les noms de tout le monde en surnoms amusants. Et j'ai changé un peu ma voix pour que personne ne me reconnaisse. J'ai commencé à parler beaucoup de Yasmine, et de la façon dont elle me torturait, moi et les autres enfants. Je lui ai donné une voix horrible qui ressemblait à un monstre, et j'ai même montré comment elle se moquait de ce que les gens portaient. Je me suis tellement impliquée que j'ai commencé à inventer des choses, comme dire comment elle volait l'argent du déjeuner des autres enfants, leur faisait faire des devoirs pour elle, et leur faisait acheter ses collations à chaque récréation. Elle agissait toujours comme si elle était une sorte de reine. J'ai réalisé combien de sentiments j'avais enfouis au fond de moi au fil des années, et maintenant j'avais cet exutoire créatif pour les libérer tous. J'ai même raconté l'histoire de Yasmine, qui s'est fait larguer par son ex-petite amie, et comment elle a essayé de le récupérer et s'est retrouvée sur le pas de sa porte. Il était avec sa nouvelle petite amie, et elle s'est accrochée à sa cheville, en le suppliant de l'inviter à nouveau à sortir avec lui. Yasmine mourrait si elle savait que j'avais partagé ça. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Après avoir téléchargé cette vidéo, j'ai obtenu tellement de vues et d'abonnés. Il semblait que les gens pouvaient vraiment s'identifier à mes histoires. Mais bizarrement, mon fan numéro 1 de Chérie Paille a disparu. Pour être honnête, elle m'a vraiment manqué. Quelques jours plus tard, à l'école, tout le monde chuchotait à propos de ma chaîne. Et il est vite devenu clair qu'il connaissait mes vidéos. Comment l'avait-il découvert? Mais ensuite, à ma grande horreur, j'ai réalisé qu'il pouvait voir mon uniforme scolaire dans l'une des vidéos. Et tout le monde a réalisé que la méchante dont je parlais était Yasmine. Elle était furieuse à ce sujet et a dit qu'elle allait découvrir lequel de ces losers l'avait fait et faire de leur vie un enfer. J'étais tellement terrifiée que j'ai mis toutes mes vidéos en privé et j'ai même pris quelques jours de congé de l'école. Car je me sentais si inquiète de ce qu'il se passerait si elle découvrait que c'était moi. Et puis un jour, Chérie Paille m'a soudainement envoyé un DM à nouveau. Je pensais qu'elle allait me demander où étaient passées les vidéos, mais au lieu de cela, elle a dit « On dirait que tu as eu ce que tu voulais. Tout le monde parle de ta chaîne. Et maintenant, tu es enfin sous les feux de la rampe. Oh mon Dieu! Est-ce que cette fille est aussi allée à notre école? Qui était-elle? Ça ne pouvait pas être Yasmine, n'est-ce pas? » J'ai répondu avec une centaine de questions, en demandant qui elle était. Savait-elle qui j'étais? Comment elle m'a trouvé, ce qu'elle voulait? Mais je n'ai pas eu de réponse. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un message disant « Viens dehors ». Quoi? Comme c'est flippant! J'ai commencé à avoir peur, que j'ai un harceleur ou quelque chose comme ça. J'ai pris un spray au poivre et je suis sortie. Mais au lieu d'une fille folle, Louis se tenait là. Attends, Louis est Chérie Paille. Il a dit qu'il avait découvert ma chaîne. Parce qu'une fois chez eux, j'avais lu les commentaires sur mon téléphone et il était passé derrière moi et avait vu le nom de la chaîne. Il est devenu curieux et il a fait un faux compte pour pouvoir regarder mes vidéos. Et c'est alors qu'il a développé un béguin pour moi et qu'il a pris plaisir à les regarder régulièrement. C'était jusqu'à ce que je parle de sa sœur et que j'invente toutes ces fausses histoires sur des choses qu'elle avait faites. C'est comme ça que Yasmine a découvert les vidéos. Un jour, elle a emprunté l'ordinateur portable de Louis et l'a vu s'ouvrir sur son écran. Mais au moins la seule personne qui sait que c'est ma chaîne, c'est Louis. Il a dit qu'il était vraiment déçu de moi et qu'il pensait que je valais mieux que ça. Puis il a dit qu'il allait supprimer son faux compte. Parce qu'il ne voulait pas être un faux menteur comme moi. J'ai eu le cœur brisé. Comment ai-je pu être une personne aussi terrible? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je avouer à Yasmine que c'était moi? Et m'excuser auprès d'elle et de Louis en espérant qu'ils me pardonneront? Ou devrais-je simplement me taire et me concentrer sur le fait de pouvoir me défendre? Et dire à Yasmine que ce n'est pas bien de s'en prendre aux gens? Alors, dans la première partie de mon histoire, mes parents m'ont organisé des rendez-vous à l'aveugle. D'abord, il y a eu Tristan, qui s'est avéré être gay. Alors, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai rencontré Corentin, qui était quasiment mon pire ennemi. On se détestait, mais il me faisait toujours venir au rendez-vous avec lui. Et il se trouve qu'il était gay aussi. Et que Tristan était en fait son ex. Corentin m'a supplié de l'aider à récupérer Tristan. Alors voyons la réaction de Tristan. J'ai décidé de demander l'air de rien à Tristan de me parler de ses anciennes relations et tout, pour voir s'il allait parler de Corentin. Il a dit qu'il avait été horriblement trahi par son ex et qu'il ne lui avait toujours pas pardonné. Aucun doute, il parlait de Corentin.
Je ne savais pas quoi faire. Ça me rendait triste de les voir souffrir tous les deux. De voir à quel point Corentin souhaitait désespérément que Tristan revienne m'a fait comprendre qu'il avait changé. S'il lui laissait une dernière chance, il ne risquerait pas de perdre Tristan une deuxième fois. Alors j'ai décidé de les aider à se remettre ensemble. J'en ai d'abord parlé à Corentin et je ne l'ai jamais vu si heureux. Après ça, on a commencé à bien s'entendre, car on n'avait plus à faire semblant d'être en rencard. On pouvait juste être nous-mêmes. Et devinez quoi? Il n'est pas si mauvais que ça. En fait, il est comme moi. Il doit supporter que ses parents organisent des rencarts stupides. Il a même dit à mes parents que j'étais une fille géniale. Et après ça, mes parents commençaient à mieux me respecter. Le seul truc, c'est que je ne pouvais pas parler de mon plan à Tristan. En fait, Tristan ne savait même pas que je connaissais Corentin. Mais vu comme Tristan parlait de Corentin, je savais qu'il avait encore des sentiments pour lui aussi. Alors tout ce que j'avais à faire était de leur organiser un rencard et laisser le destin faire le reste. J'ai demandé à Tristan de dîner avec moi et j'ai dit à Corentin de se pointer plus tard discrètement. Mais dès que Tristan a vu Corentin, il est devenu tout rouge et en un instant, il est devenu furieux. Il s'est levé et s'est mis à nous crier dessus et a même écarté Corentin de son passage en partant en furie. Tout le monde dans le restaurant nous dévisageait. Et j'ai même entendu un vieux couple qui murmurait que c'était évident que je voyais les deux en même temps et que je venais de me faire prendre. Quel embarras! Tristan m'en a beaucoup voulu après ça. J'ai donc dû essayer de me faire pardonner tout en essayant de le convaincre de laisser une autre chance à Corentin. Je savais que Tristan était un bec sucré. Alors je me suis mise à lui faire des cupcakes et des cookies et je l'ai laissé devant sa porte. Il n'ouvrait jamais. Peu importe combien de fois je frappais. Et une fois, je lui ai laissé un gâteau à étage au chocolat devant la porte et j'ai entendu une discussion de ses voisins. L'un d'eux disait « Oh, quand est-ce qu'elle va arrêter? Quelle croqueuse de diamants désespérée !» Puis l'autre me regardait et secouait la tête en disant « Vraiment, aucune dignité. Quel genre de fille court après un mec comme ça ?» J'étais très gênée. J'ai réalisé à quel point je passais pour une fille accro. Alors j'ai couru à ma voiture, mais avant de monter, Tristan est venu en courant. Il avait aussi entendu les voisins et il a réalisé à quel point j'avais fait des efforts. Il m'a dit « Célia, arrête. Tu essaies d'arranger les choses, mais ça n'a jamais été de ta faute. » Eh bien, au moins il me parlait à nouveau. Je lui ai dit que j'étais désolée et que ça me manquait de traîner avec lui. Alors il a dit qu'il me pardonnait, mais qu'il voulait une dernière chose. Je lui ai répondu avec un immense sourire. « Bien sûr, tout ce que tu voudras, Tristan. Je suis toute à toi aujourd'hui. » Ok, alors, allons au parc d'attractions. Ça fait longtemps et j'ai besoin d'évacuer tout stress, dit-il. Je suis quasiment sûre que je me suis mise à transpirer un peu en entendant ça, car j'avais une phobie de la hauteur. Alors on y est allé et on a fait toutes les attractions que Tristan voulait faire. Je devais fermer les yeux à chaque fois et j'ai presque passé la journée cramponnée à lui de peur. Mais Tristan semblait s'amuser et j'étais contente de le rendre heureux à nouveau. C'était tout ce qui comptait. Après ce jour, j'ai pu reparler de Corentin. Et je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de se remettre avec lui, mais qu'il pouvait peut-être ouvrir un peu son cœur et laisser une chance à Corentin de s'expliquer. Il a accepté à contre-cœur pour que j'arrête d'en parler, et il lui a laissé une chance. Enfin, pas vraiment une chance, mais il a gardé les cadeaux que Corentin lui avait envoyés, au lieu de les retourner, et il a débloqué son numéro. Ils ont même recommencé à se parler. À chaque fois que Tristan répondait à Corentin, il m'appelait pour me le dire, et il était super content. Ils se sont même revus pour parler sérieusement de ce qui s'était passé. Maintenant, il n'y a plus de querelle entre eux, et tout ce qui restait à faire était que Corentin fasse quelque chose pour reconquérir Tristan. Corentin était plein d'attention pour Tristan. Il lui a même offert un abonnement au parc d'attractions et des passes pour les coulisses de son chanteur préféré. Mais Tristan ne changeait pas d'avis. Il était sympa avec Corentin, mais il ne semblait pas vouloir se remettre avec lui. C'était bizarre. Que se passait-il ? Est-ce que Tristan avait déjà rencontré quelqu'un d'autre? Un jour, je suis allée boire un verre avec Tristan pour discuter. Je lui ai demandé en plaisantant « Hey, tu vois un autre mec? Et Corentin alors? Enfin, il t'a fait du mal dans le passé, mais il a changé maintenant. Et honnêtement, vous souffriez tous les deux avant. Maintenant qu'il est de nouveau dans ta vie, tu parais beaucoup plus heureux. » J'ai attendu qu'il réponde, mais il me fixait, ce qui était assez bizarre, et ça m'a fait rougir. Est-ce que j'étais allée trop loin? Je lui ai dit « Donc, allez, à vous, c'est qui ?» Puis il a souri et a bu son verre d'une traite avant de dire « La raison pour laquelle je suis beaucoup plus heureux, c'est parce que oui, j'ai rencontré quelqu'un. » Je le savais.
dis-je en l'interrompant. Puis j'ai réalisé qu'il n'avait pas fini de parler. Il a repris. Mais ce n'est pas un mec, c'est une fille. Et c'est pour ça que je ne peux pas me remettre avec Corentin. Elle m'a fait comprendre que je suis en fait bisexuelle. Et quelle surprise! Enfin, j'aimais vraiment Corentin. Et cette fille est sortie de nulle part et m'a foudroyée tellement elle est incroyable. Je n'y croyais pas. Oh mon Dieu, c'est qui? Dis-je en rigolant. Puis il est devenu tout rouge et a dit « Célia, enfin, c'est toi, bah oui. » Quoi? J'étais trop choquée pour répondre. Mon cœur battait si vite. Tristan m'aimait moi? Honnêtement, j'étais confuse. Enfin, Tristan était gay. Pourquoi il m'aimerait moi? Je me sentais gênée et je sentais son regard sur moi. Je savais qu'il attendait que je dise quelque chose. J'ai levé les yeux et pendant un instant, nos regards se sont croisés. Et la tension était palpable. Je n'en pouvais plus. J'ai inventé une excuse en disant que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je rentre. Tristan avait l'air un peu embêté, mais a proposé de me raccompagner. J'ai refusé en disant que je prendrais un Uber. J'avais besoin d'être seule. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. Ça tombait sous le sens. On s'amusait beaucoup ensemble. Mais puisque je savais qu'il était gay, je ne l'ai jamais considéré comme un petit copain potentiel. Mais s'il n'était pas gay, enfin, on pouvait être ensemble. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je l'appréciais aussi. Mais il fallait que je brime ses sentiments car... Et Corentin alors? Je ne pouvais pas voler l'amour de sa vie comme ça. Il aurait le cœur brisé. Je n'ai pas dormi de la nuit cette nuit-là. Plein de questions surgissaient constamment dans mon esprit. Le lendemain, Tristan m'a envoyé un message en premier, en disant « Tu as bien dormi? J'espère que ce que je t'ai dit hier soir ne t'a pas empêché de dormir. » Avec un emoji qui sourit. J'ai répondu « En fait, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai beaucoup réfléchi à mes sentiments, mais Tristan, je ne veux pas faire de mal à Corentin. On ne peut pas faire ça. » Puis il a répondu « Ne réfléchis pas trop, ça n'a pas d'importance. Réponds juste à cette question. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Dis juste oui ou non. » Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais à ce moment, j'imagine que j'en avais marre que les choses soient si compliquées. Alors j'ai écrit « oui », puis j'ai cliqué « envoyer ». Ok, donc maintenant Tristan savait que j'avais aussi des sentiments pour lui. Et il paraissait si heureux. Il a dit que je ne devrais pas m'inquiéter et qu'on trouverait une solution, du moment que nos sentiments étaient réciproques. Quelques jours plus tard, Tristan m'a dit qu'il avait vu Corentin pour lui parler. J'avais trop peur de demander à Tristan comment ça s'était passé. Mais à minuit, Corentin m'a appelé. J'étais terrifiée de répondre. Je savais qu'il me crierait dessus. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Il était calme et a dit que Tristan lui avait tout dit et que si j'avais vraiment des sentiments pour lui, je devrais me lancer. Il a dit « J'ai passé des années loin de celui que j'aime et je ne veux pas que ça vous arrive à Tristan et toi. C'est trop douloureux. Vous méritez d'être heureux. En plus, tu m'as tellement aidé. Grâce à toi, j'ai réussi à mettre les choses au clair avec Tristan. Et le fait qu'il soit de nouveau dans ma vie, même comme ami, c'est déjà très bien. Je trouverai quelqu'un d'autre. Et ça me rendrait heureux de savoir que vous êtes heureux ensemble. » J'étais touchée par ces mots. Je n'arrivais pas à répondre. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit qu'il allait sûrement vite rencontrer quelqu'un de génial. Même lui semblait ému. Mais il essayait de le cacher en rigolant, en disant que j'étais une pleurnicheuse. Maintenant que j'avais son soutien, j'ai décidé de tenter le coup avec Tristan. On est allé à un rencard et c'était superbe. Puisque c'était pas la première fois qu'on se voyait, on était très à l'aise l'un avec l'autre. Et maintenant que je savais qu'il était intéressé par moi, j'ai remarqué à quel point il me donnait des papillons dans le ventre. C'était génial. Maintenant, nous sommes officiellement en couple. Il se trouve que mes parents sont assez bons pour jouer les cupidons. Vous pensez pas? Pouvez-vous imaginer ce que c'est d'être tellement jolie que les gens vous harcèlent? La plupart d'entre vous pensent sûrement qu'être jolie est génial. Mais attendez de connaître mon histoire. Je m'appelle Jasmine et j'ai 16 ans. Et oui, je tiens mon nom de la princesse Jasmine. Car au moment où je suis née, mon père a dit que je lui ressemblais beaucoup. Alors, en grandissant, j'étais naturellement jolie et plus je grandissais, plus les garçons me couraient après. Mais je n'y prêtais pas attention. Juste parce que j'étais jolie ne voulait pas dire que j'étais prétentieuse. En fait, j'étais une enfant très attentionnée. J'adorais aider mes camarades et je me fichais de l'apparence physique. Je voulais aider tout le monde. Une fois en CE2, il y avait des garçons qui se battaient et j'ai voulu les aider.
Mais je fus très choquée en apprenant qu'il se battait pour moi. Notre maîtresse a interrompu la dispute et les a fait s'asseoir au fond de la classe, loin de moi. J'étais tellement choquée. Pourquoi il se battait pour moi? Eh bien, quand j'étais en CM2, j'étais devenue encore plus jolie. Et à un moment, il y avait 5 garçons qui se battaient pour moi. Un jour, 2 d'entre eux, Jason et Tom, couraient tous les 2 vers moi de part et d'autre de la cour. J'étais là à les regarder arriver, puis j'ai paniqué et j'ai vite esquivé. Ils se sont rentrés dedans et sont tombés. Honnêtement, c'était très drôle. Je les ai aidés à se relever, mais au fond de moi, j'étais morte de rire. La plupart des filles adoraient avoir une telle attention, mais ça me rendait folle. Je voulais juste qu'on m'apprécie pour qui j'étais, pas parce que j'étais jolie. Mais si je recevais beaucoup d'attention de la part des garçons, les filles ne m'aimaient pas. Il y avait une fille, Mia, qui me détestait tellement qu'elle m'embêtait. Elle faisait toujours son possible pour me faire des horreurs. Comme cette fois où elle m'a sauté dessus en cours de sport et m'a cassé le bras. Elle a dit que c'était un accident, mais je sais que c'était volontaire. Et évidemment, je me servais de mon bras droit pour tout, donc c'était une torture. J'ai beaucoup pleuré parce que pendant des mois, je n'ai rien pu écrire. Et écrire était ce que j'aimais le plus au monde. Et ce n'était pas le seul accident horrible avec Mia. Une fois, j'étais au parc avec mon grand frère, et il m'a laissé seule au balançoire pour aller avec ses amis. Dès qu'il était hors de ma vue, j'ai vu Mia venir vers moi. Elle avait l'air en colère, et j'ai vite fermé les yeux car j'étais effrayée. Je pensais qu'elle allait me frapper. Mais soudainement, j'ai entendu quelqu'un courir, et j'ai ouvert mes yeux juste à temps pour voir mon frère lui attraper le bras, pour l'empêcher de me frapper. Il me protégeait. Mais ensuite, c'est allé trop loin. Il lui a frappé le visage si fort que son cou lui a cassé une dent de devant. Elle criait et pleurait. Et mon frère m'a attrapée, puis j'ai couru hors du parc avec lui. Après ça, Mia ne m'embêtait plus. Je suis passée au collège et je l'ai plus jamais revue. Mais ma vie ne s'était pas améliorée. Vous voyez, dans mon nouvel établissement, les uniformes étaient super moches. Je suis passée d'une jolie fille à un véritable garçon manqué. On devait porter ces t-shirts rouges avec un pantalon large beige. Honnêtement, ça ne m'allait pas du tout. Bien sûr, j'étais contente de ne plus être la raison des querelles entre les garçons, mais je n'aimais pas me sentir moche dans l'uniforme. Puis, quand on a eu le spectacle de danse du collège, on avait enfin le droit de porter ce qu'on voulait. J'ai choisi de porter ma petite robe noire préférée qui dessinait mes formes. Dès que j'ai passé les portes pour entrer sur la piste, tout le monde me regardait. Je n'arrivais pas à croire à quel point ma tenue pouvait faire la différence. Tous les mecs essayaient d'attirer mon attention. Mais je voulais seulement danser. C'était une soirée amusante. Mais le lendemain était dingue. Je suis allée en cours et on devait rendre nos rédactions. Je suis allée rendre la mienne au prof. Puis quand je suis retournée m'asseoir, une fille qui s'appelle Paola m'a interpellée et a dit « Jasmine, tout le monde sait que tes melons sont des faux. T'as fait de la chirurgie? À vous !» Elle a dit tout haut et tout le monde s'est mis à rire. Même mes amis. J'étais tellement gênée que je me suis enfuie en pleurant. Pourquoi disait-elle ce genre de choses? Pour empirer les choses, quand je suis arrivée à ma place, j'ai vu que quelqu'un avait saccagé mon dessin. J'adore dessiner, surtout les personnages de Dragon Ball. Et j'avais dessiné un Goku ce matin. Quelqu'un l'avait ruiné en dessinant de faux seins. Puis juste en dessous, il était écrit « Tu es tellement fausse ». Je voulais vraiment partir en courant et ne plus jamais revenir. Les gens étaient si méchants. Soudainement, un mec appelé Peter, qui était déjà assez désagréable avec moi, a attrapé mon dessin et l'a déchiré. Je ne comprenais pas pourquoi on me traitait comme ça. Le reste de ma scolarité au collège fut similaire. J'étais triste et je pensais que le lycée serait mieux. Mais lors de mon premier jour, j'étais assise toute seule et j'ai entendu un groupe de filles murmurer des choses sur moi. Et c'était toutes très jolies et populaires, j'ai essayé de les ignorer. Mais 2 sont venues me voir et se sont assises de chaque côté de moi. J'étais terrifiée. Mais soudainement, l'une d'elles a dit « Oh my God, t'es tellement jolie! Comment ça se fait que tu manges toute seule? Tu peux venir t'asseoir avec nous car tu es bien assez jolie. » Après mon expérience au collège, j'étais très contente qu'on soit de nouveau sympa avec moi. Très vite, je me suis mise à traîner avec les jolies filles tout le temps. Et la meneuse du groupe, Amanda, m'a demandé si j'avais un copain. Et quand je lui ai dit que non, elle a rigolé en disant « Ne t'inquiète pas, on va t'en trouver un. » Mais je ne voulais pas qu'elle m'en trouve un. Car plus je traînais avec elle, plus je réalisais que les mecs qu'elles aimaient étaient de véritables perturbateurs. Et je n'étais pas du tout intéressée par ce genre de mecs. Après quelques semaines à traîner avec elle, je me suis rendu compte que c'était trop.
Je ne voulais pas passer mes journées à raconter des ragots et à être dans le mélodrame. Juste parce que j'étais une jolie fille ne voulait pas dire que j'étais obligée de traîner avec les jolies filles. J'ai entendu qu'il y avait un nouveau au lycée, et les filles se moquaient de lui pour une raison que j'ignore. Je n'aimais pas ce qu'elles disaient sur lui. Alors le lendemain, j'ai décidé de me présenter et de voir s'il allait bien. Eh bien, je ne savais pas pourquoi on se moquait de lui. Il était canon! Canon à en crever! Mais il était super timide. Alors je me suis assise à une table près de lui, et je le fixais sans arrêt. J'ai fini par trouver le courage d'aller me présenter. « Salut, moi c'est Jasmine, dis-je. Enchantée. » Puis il a dit « Moi c'est Chris, salut. » Et après ça, on a discuté. Et je n'arrivais pas à croire à quel point on avait des points communs. Je voyais que tout le monde nous regardait discuter, mais je m'en fichais. Chris a dit qu'il avait été inquiet que personne ne veuille être son ami, et je lui ai dit que moi je voulais bien. Après ça, on a commencé à se voir tous les jours, et je suis vite tombée amoureuse de lui. Il était un peu geek, mais ça me plaisait. Une fois avant la Saint-Valentin, il m'a demandé quel était mon bonbon préféré. Puis le jour de la Saint-Valentin, il m'a fait la surprise de m'offrir des fleurs, une boîte de chocolat et un ours en peluche. Puis quelques jours plus tard, il m'a fait une autre surprise. Il avait commandé tous mes bonbons préférés, des Skittles, des Sour Patch Kids et des Airheads. J'étais super contente. C'était la chose la plus romantique qu'on ait faite pour moi. Et il n'était pas seulement intéressé par moi parce que j'étais jolie. Il se souciait vraiment de moi. On a commencé à sortir ensemble après ça, puis j'ai eu mon premier baiser. C'était plutôt drôle car je n'avais jamais embrassé quelqu'un avant. Alors, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais c'était agréable. Et après un moment, j'ai pris le coup de main. Et maintenant, on est super amoureux. Ça fait 7 mois qu'on sort ensemble. Et je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait être aussi bien. On prévoit même de se marier à l'avenir. Je sais qu'on est encore jeune, mais quand on sait, on sait. Salut, je m'appelle Olive. Et à seulement 23 ans, j'ai décidé d'en finir avec l'amour. Pourquoi, vous demandez-vous? Eh bien, parce que tous les mecs sont des abrutis, des menteurs et des escrocs. Ils sont comme des pies. Ils cherchent toujours quelque chose de neuf et scintillant. Alors, votre copain n'est pas comme ça? Ouais, peu importe. J'ai déjà entendu tout ça. J'y croyais moi aussi avant. Croyez-moi. Mais même si c'est énervant d'entendre que tous les mecs sont les mêmes, je vais vous dire pourquoi. Tout a commencé au lycée, quand j'avais un gros coup de cœur pour ce mec, Xavier. Il était si parfait, beau et talentueux. On s'est rapprochés grâce à notre amour pour la musique et on était à la chorale du lycée ensemble. Chaque musicien a une muse, n'est-ce pas? Je pensais que j'étais la seule muse de Xavier et que personne ne pourrait me remplacer. À mes yeux, il ne pouvait rien faire de mal. Être avec lui me donnait des papillons dans le ventre et j'avais hâte d'aller à la fac avec lui et qu'on partage notre vie. Mais ensuite, je l'ai vu dans la salle de musique, en train d'embrasser une autre fille. Je me sentais brisée et suis partie en courant. Je ne comprenais pas pourquoi un mec qui était censé se soucier de moi pouvait me faire aussi mal. Je suis devenue une version zombie de moi-même. Je ne mangeais quasiment plus, et je ne voulais plus retourner en cours car je voulais pas le voir avec elle. Au final, ma mère s'inquiétait tellement pour moi qu'elle a accepté que je change d'établissement. Le problème, c'était que même si c'était un nouvel établissement, c'était toujours rempli d'abrutis. J'ai commencé à sortir avec ce mec, Justin, puis ensuite il a rompu avec moi pour ma copine Rose. Il fallait que je supporte d'être assise seule à la cantine, en les voyant se donner des cuillères de yaourt. Burk. Je pensais qu'aller à la fac changerait ma malchance avec les mecs, et qu'ils seraient plus matures dans les relations. Mais non, il se trouve que mon premier copain de fac, Thomas, jouait un double jeu avec moi depuis le début. J'attirais vraiment les mauvais garçons. Alors j'ai décidé de m'en servir à mon avantage. En fait, leur comportement odieux est tellement prévisible que j'ai réussi à bâtir ma carrière avec eux. Donc, après avoir eu mon diplôme d'université dans l'administration du commerce, j'ai convaincu ma famille de me prêter de l'argent pour monter mon entreprise Piège amoureux. Est-ce que vous voulez savoir si votre copain est fidèle ou pas? Eh bien, mon entreprise peut vous aider avec ça. Embauchez-moi et je vais vous dire si vous perdez votre temps avec ce charmant mec. Ou si c'est une perle rare. Ce n'est pas un service d'enquête, ni une entreprise du genre piège à miel. Non. Au lieu de ça, j'aide mes clientes à savoir si leur partenaire est fidèle ou pas, avant même qu'il ait une liaison avec quelqu'un. Pourquoi perdre votre temps avec un homme qui regarde ailleurs? C'est vraiment simple. Si votre partenaire aime les grandes brunes, alors j'enverrai une belle fille qui correspond à cette description là où il se trouvera. Évidemment, il y a plusieurs packs que vous pouvez choisir selon votre budget. Par exemple, le premier niveau offre une brève rencontre dans un lieu choisi, alors que le niveau 3, c'est la totale. Croyez-moi,
Peu de mecs peuvent résister à une femme super sexy. Si votre copain a réussi notre challenge, félicitations. Mais si ce n'est pas le cas, alors on aura des photos, des vidéos et des messages pour vous le prouver. Bien sûr, l'anonymat de mes clientes est très important pour moi. Donc, si on pose des questions à mon équipe de filles, elles n'iront être employées et par qui. Et elles n'iraient jamais au-delà des limites ni ne s'autoriseraient d'avoir des sentiments naissants pour le mec. Aussi fou que ça puisse paraître, je m'en sortais vraiment bien avec ce boulot. Le commerce battait son plein, et même si ce n'était pas rigolo quand mes clientes fondaient en larmes, quand je leur tendais les photos de leur mec en train de flirter avec une de mes filles, mettre à nu un mec infidèle m'apportait satisfaction. Puis tout a changé quand Amélie est arrivée à mon bureau. Elle semblait une cliente normale au début. Elle aimait son copain, mais elle n'était pas sûre et certaine de pouvoir lui faire confiance. Un cas normal et ennuyeux. Du moins, je le pensais avant d'ouvrir le dossier avec les infos sur son copain. Et là, il y avait une photo de Xavier qui me fixait. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai gardé mon calme. J'ai gentiment souri à Amélie en lui disant « Je m'en occupe », comme si j'allais refuser et perdre une grosse somme d'argent juste parce que Xavier était mon ex. Amélie ne le savait pas et ce n'était pas nécessaire. J'enverrai une autre fille, le ferai prendre sur le vif et voilà. Amélie verrait quel abruti il est. Sauf que ce soir-là, je me suis servi un verre de vin et j'ai regardé dans son dossier. Mince, j'avais oublié à quel point il était mignon. Au bout du 3e verre, je me suis dit que personne ne connaissait Xavier aussi bien que moi. Donc, je devais servir d'appât pour le faire prendre. Le lendemain soir, j'ai mis ma robe préférée et je suis allée au bar où Amélie a dit qu'il serait. Il était là au bar en train de draguer la jolie serveuse. Certaines choses ne changent jamais. Puis il s'est retourné et m'a vu. Il avait l'air choqué et il a dit « Olive, c'est toi ?»« Oh, salut Xavier !» dis-je en souriant amèrement. « La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas en train de t'amuser avec ta nouvelle muse en salle de musique ?» Il avait l'air perplexe et a dit qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais. Donc je lui ai rafraîchi la mémoire. Je pensais qu'il aurait honte de s'être fait prendre en pleine infidélité. Mais ensuite il a répondu « Non, tu te trompes. On s'entraînait simplement pour le concert du lycée quand tout à coup elle a essayé de m'embrasser. J'imagine que tu n'es pas resté jusqu'au moment où je l'ai repoussée, en lui disant que j'avais déjà une copine. Il n'y a que toi qui compte, Olive. Tu es ma seule muse. » Je me suis soudainement sentie stupide de ne pas lui avoir directement demandé ce jour-là et à être partie sans rien dire. Si je n'avais pas agi comme ça, j'aurais eu ma vie de rêve avec lui, et je n'aurais jamais eu à affronter tous ces abrutis. En regardant dans ses yeux de rêve, j'ai réalisé que je l'aimais toujours, et je savais qu'il m'aimait aussi. Cette Amélie n'était pas faite pour lui. Alors quand il m'a demandé de retourner à l'hôtel avec lui, je n'ai pas hésité à dire oui. Après ça, on a commencé à sortir ensemble, et c'était bon de pouvoir à nouveau faire confiance à un mec. Il me gâtait toujours avec des escapades de week-end romantiques, et m'emmenait dans des restaurants onéreux. Mais ensuite, un soir, quand j'étais avec lui à l'hôtel et qu'il était sorti, son téléphone a sonné. Et j'ai vu un message d'Amélie apparaître. Alors, quand il est revenu, j'ai saisi l'occasion pour lui demander « C'est qui Amélie ?» Il m'a touché la main en me disant que c'était juste une idiote et qu'il se forçait à sortir avec elle pour que la société de son père l'embauche sur un gros poste. Il a promis qu'à la fin de son contrat, il ne lui parlerait plus. Je n'avais pas cru Xavier une seule fois avant. Et je n'allais pas recommencer. Il fallait que je l'aide dans ses affaires. Alors, quand Amélie est revenue à mon bureau, j'ai souri en disant « Félicitations, Xavier est un mec bien. »« C'est vrai, » dit-elle en levant un sourcil. Puis en jetant sur la table devant nous une pile de photos. Il y avait des photos de Xavier et moi au bar, au centre commercial, à notre dernière petite escapade, et dans l'entrée d'un hôtel. Quel choc! Il se trouve qu'Amélie n'était pas aussi naïve que je le pensais. Elle m'a crié dessus en disant « Est-ce que votre commerce a une règle autorisant d'aller dans des hôtels avec le copain d'une cliente pour le challenger? Préparez-vous à aller au tribunal, bande d'escrocs !» Elle est partie, je restais là à trembler de peur. J'allais perdre ma société, et tout était de ma faute. Mais au moins, j'avais Xavier. L'amour de ma vie, non? Je l'ai appelé en larmes et j'espérais qu'il me rassurerait. Au lieu de ça, il a crié « Tu as tout gâché, espèce de tocarde! Comment as-tu pu laisser Amélie être au courant de ta liaison gênante? Tu penses vraiment que je quitterai une fille bien comme Amélie pour quelqu'un d'horrible comme toi? Prépare-toi pour le tribunal, car mon témoignage te fera du tort. Maintenant, j'ai ruiné ma carrière et ma fierté en a pris un gros coup. Je suis épuisée et à bout, et mon dernier espoir en l'amour s'est évaporé pour toujours. Mais pire encore, je ne me fais pas confiance. Je déteste le fait que je sois tombée sous le charme de Xavier, non pas une fois, mais 2. Mais si je réussis à affronter ce procès sans tout perdre,
Alors, je commencerai une autre affaire. Je ne veux pas être aigri pour toujours. Je veux faire quelque chose de ma vie. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour, la rupture ou ce genre de choses. Car mon cœur est inaccessible à partir. Non! Maintenant, prenez votre sale argent et quittez mon navire! Ce n'était vraiment pas notre jour. C'était déjà le 5e gars à nous rejeter. Personne ne semblait vouloir se rendre sur cette île. Oh, salut, je suis Juliette. Cela fait déjà 2 ans que mon père s'est étrangement volatilisé lors d'un voyage d'affaires. Il a juste disparu. Mais même quand les autorités ont confirmé qu'il était décédé, je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il était toujours vivant quelque part. Alors, j'ai continué à le chercher depuis. En fait, il y a quelques jours, j'ai trouvé une piste. Vous voyez, j'étudie à l'Institut archéologique, où j'ai trouvé par hasard une ancienne carte d'un trésor caché sur une île déserte. Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Eh bien, ça devient encore plus fou. Juste à l'endroit exact où le trésor était indiqué sur la carte, se trouvait le symbole d'une hirondelle, l'hirondelle typique de mon père. Et ses initiales, RC, étaient écrites là aussi. Cela pourrait-il être? Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est ainsi que j'ai atterri ici, dans un village de pêcheurs près de cette île avec ma meilleure amie Leila. Elle m'a accompagnée parce qu'elle était inquiète que je parte seule, ce qui est gentil de sa part. Vous voyez, il y avait une rumeur parmi les locaux que cette île était maudite. Apparemment, tous ceux qui ont osé s'y aventurer ont disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi on l'appelle l'île perdue. Mais il y avait un navire qui en était revenu intact, celui du capitaine Jacques Boucher. À son retour, il a raconté aux habitants qu'autour de l'île perdue se trouvaient des récifs au courant ultra rapide. Alors la plupart des navires ont fait naufrage. Les âmes de ceux qui y sont morts sont restées piégées des années durant et sont devenus de méchants esprits qui gardent l'île contre les étrangers. Mais, heureusement pour Jacques Boucher, il y avait un joyau de la déesse Amphitrite pour le protéger de toutes les tempêtes en mer. Et ça a marché. Bref, Leila et moi avons décidé qu'il était l'homme de la situation, alors on est allé au pub local pour le trouver. « Donne-moi un autre rum and coke, allez !» dit-il entre 2 hoquets. L'homme était déjà ivre. Je lui ai alors demandé s'il pouvait nous emmener sur l'île, mais le barman est intervenu. « Oh, allons, seuls les fous osent s'approcher de l'île perdue. » Mais n'est-il pas sans danger d'y aller avec Jacques Boucher? J'ai entendu dire qu'il est protégé par une déesse ou quelque chose. « C'est vrai !» Jacques Boucher a soudainement élevé la voix. « Mais le joyau ne fonctionne que lorsque vous êtes en mer. Entrer sur cette île est une autre histoire. De plus, les esprits qui gardent cette île sont terrifiants. Je ne suis pas assez fou pour y retourner. Donc la réponse est non. » Mais je n'étais pas prête à abandonner. « Combien tu veux ?»« 50 000 $ et je vous y emmène. » Il a rigolé. Ces mots nous ont laissés abasourdis. « Rentrons à la maison. C'est une perte de temps. C'est évident qu'il essaye de nous voler notre argent. 50 000 $? Où diable allons-nous trouver cette somme d'argent? Mais je suis si proche de mon père maintenant, je peux le sentir. Je ne peux pas abandonner à mi-chemin. » Soudain, j'ai eu une idée. En fait, nous voulions aller sur l'île pour trouver un ancien trésor qui vaut bien plus que 50 000 $. Si vous nous emmenez, nous partagerons le trésor. Qu'en dites-vous? Ah, comment je peux savoir si tu ne bluffes pas? A-t-il dit. Alors je lui ai montré la carte. Ça lui a pris quelques minutes, mais finalement il m'a serré la main et le marché était conclu. Puis il a dit que nous devions partir le plus vite possible, sinon d'autres personnes essaieraient de nous devancer pour le trésor. Donc, tôt le lendemain, nous sommes montés à bord de son navire, le Sirène. Et je ne vais pas mentir, nous étions toutes les deux assez effrayées. Les autres marins étaient assez coriaces, et seul l'un d'entre eux s'est distingué en nous souriant joyeusement. Il s'est ensuite approché et a proposé de porter nos bagages. Il était si gentil comparé aux autres. Qu'est-ce qui est si drôle? Je m'appelle Simon, au fait. Oh, rien, c'est juste que tu n'as pas vraiment l'air d'être à ta place ici. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Mon père est le capitaine. Il est son fils? Mais il ne ressemblait en rien à Jacques Boucher. Il pouvait clairement voir que j'étais surprise, car il a dit « Tout le monde réagit comme ça. C'est vrai, je ne lui ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Je me suis retournée, réalisant que Leila était juste là à nous attendre. Elle avait un sourire en coin et n'arrêtait pas de me taquiner pendant que Simon nous conduisait à notre chambre. « Depuis quand ton genre d'homme est devenu les marins ?» J'ai juste secoué la tête en riant. C'est vrai qu'il était plutôt mignon, mais ce n'était pas le but du voyage. Nous nous sommes installés, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. J'ai décidé de monter sur le pont pour contempler les étoiles. C'était étrangement calme là-bas. Mais soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'autre côté du bateau.
Je suis rapidement allée voir et j'ai trouvé Simon appuyé sur la balustrade. Il a probablement du mal à s'endormir lui aussi. Nous avons donc fini par bavarder toute la nuit et je lui ai dit pourquoi je devais me rendre à l'île perdue. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis sûre que tu vas retrouver ton père. Je sais que tu peux le faire. » Il avait l'air si sincère et chaleureux que mon cœur a fait un bond. Le lendemain, à midi, nous avons atteint l'île et elle était aussi terrifiante que Jack Boucher l'avait dit. Des rangées de rochers déchiquetés émergeaient de la mer et les vagues s'écrasaient si fort que j'ai cru que nous allions faire naufrage en une seconde. Le bateau était secoué si violemment, je ne pensais vraiment pas qu'on s'en sortirait. Mais nous avons réussi. Après avoir failli heurter les rochers à plusieurs reprises, nous avons fini par nous en sortir et je n'ai jamais été aussi heureuse de voir la terre ferme. Cependant, il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. La première nuit sur l'île, je dormais dans ma tente quand un bruit de pas venant de l'extérieur m'a réveillée. J'ai rapidement ouvert la fermeture pour voir qui était là et c'est alors que j'ai vu une silhouette sombre se précipiter dans les buissons. J'ai eu tellement peur que j'ai crié et réveillé tout le monde. Après vérification, nous avons réalisé que tous nos sacs et la nourriture que nous avions laissés dehors avaient été volés. Peut-être que les fantômes de cette île maudite essayent de nous faire fuir. J'ai senti Leila frissonner à côté de moi, tandis que je faisais de mon mieux pour avoir l'air sereine. Mais Simon a soudainement pris la parole. Que feraient les fantômes avec de la nourriture? C'était manifestement des hommes. Des singes. Oui, c'était manifestement des singes, pas vrai, fiston? En fait, ils vont probablement revenir. Alors on ferait mieux de garder les yeux ouverts. Pour le reste de la nuit, nous nous sommes relayés pour garder les tentes. Puis, une fois le soleil levé, nous avons remballé notre camp et continué notre voyage à travers la jungle. Juliette, y a-t-il vraiment des fantômes sur cette île? Les fantômes n'existent pas, Leila, j'ai dit. Mais ensuite, je me suis trouvée à crier. Ma jambe droite a glissé et soudain, je suis tombée dans un trou. Heureusement, Simon était à proximité et a attrapé mon bras juste à temps. J'ai rapidement regardé en bas et j'ai vu qu'il y avait des dizaines de pieux en bois aiguisés au fond du trou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce n'était pas le seul piège. En traversant l'île, nous avons tous été pris dans un piège à un moment ou à un autre. Des filets ou des pièges en corde, cette île maudite avait plus d'un tour dans son sac. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé, mais c'était quand même totalement flippant. Cette nuit-là, je me suis dirigée vers la tente de Simon pour le remercier de m'avoir sauvée, et dès qu'il m'a vue, il m'a attirée dans un coin caché et m'a dit « Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le vrai fils de Jack Boucher. » « Simon !» Jack Boucher a soudainement crié de loin. « Viens ici tout de suite !»« Je te parlerai plus tard. Cache cette boussole et ne dis rien à personne. » Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, il est parti. Un autre choc m'a frappé quand j'ai vu le symbole de l'hirondelle et les initiales de mon père gravées sur le couvercle. Hein? Comment a-t-il eu ça? Simon connaissait-il mon père? Un milliard de questions ont envahi mon esprit, mais à ce moment-là, Simon était déjà parti garder le camping avec son père. Ah! Le lendemain matin, après n'avoir pratiquement pas dormi, j'ai décidé que je devais trouver Simon et obtenir des réponses. Alors que je le cherchais, un groupe d'étrangers a débarqué des arbres. Ils ressemblaient à une sorte de peuple de la jungle, avec des cheveux touffus et des barbes et portaient des vêtements en lambeaux. Ils ont entouré notre camp et ont commencé à nous menacer. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas bouger un muscle. « Juliette, Leila, courez !» Simon a crié, et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai attrapé mon sac et la main de Leila, et j'ai couru après lui et Jack Boucher. Nous avons fini par trouver une grotte, et nous nous y sommes abrités. Elle était cachée au fond des arbres, et nous avons prié pour qu'ils ne nous trouvent pas. Nous ne sommes sortis que lorsque nous étions sûrs qu'ils étaient partis. J'ai demandé si nous devions aller chercher le reste de l'équipage, mais Jack Boucher a ignoré ma question, et n'avait en tête que le trésor. Oh! Il était prêt à laisser son équipage derrière lui! Quel homme froid! Et pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de continuer les recherches. Je ne pouvais pas risquer de me faire attraper par ces barbares. Je devais retrouver mon père. Donc j'ai sorti la carte à contre-cœur et nous avons suivi les indications. Elle nous a conduits à un temple de pierre au milieu de l'île. Un par un, nous sommes entrés et avons pénétré profondément à l'intérieur. Soudain, Jack Boucher a crié. Une flèche l'a frôlé, marquant de peu sa joue. Terrifié, il est devenu pâle, en se serrant la poitrine. « Il vaut mieux que votre trésor mérite tout ça. Sinon... » Nous avons continué et avons vu une porte. « Il est là! Le trésor est derrière cette porte !» Jack Boucher a couru en avant, se jetant contre la porte. Sa patience était définitivement à bout. Pendant qu'il s'efforçait d'ouvrir la porte, je regardais autour de moi pour trouver d'autres indices sur mon père. «
Soudain, je me suis retournée pour voir Jack Boucher tomber à genoux. Il avait réussi à ouvrir la porte, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce pleine de vases poussiéreux, ébréchés et couverts de toiles d'araignée. « Vous m'avez piégé! J'ai risqué ma vie pour venir dans cette île maudite pour rien !» Jack Boucher s'est alors précipité sur moi pour me saisir. J'ai lutté pour m'éloigner de lui. Il me serrait tellement fort le cou que je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Simon en suppliant pour de l'aide, et il a essayé de calmer Jack Boucher. « Oh, tais-toi! Et toi, apporte toutes tes affaires par ici, ou ton ami aura de gros problèmes. » Tremblante, Leila a obéi, le suppliant de m'épargner, mais il lui a lancé un regard menaçant tout en resserrant ses bras autour de mon cou. Il a fait signe à Simon de venir chercher ses affaires. « Non, laisse-la partir. »« Oh, petit Simon, as-tu oublié ta maman et ton papa ? Tu ne veux pas qu'ils soient blessés, n'est-ce pas ? J'en ai assez fait pour toi. » De quoi parlaient-ils tous les deux ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma tête tournait et manquait d'air. J'ai progressivement perdu conscience et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur le bateau, entourée de Leila, Simon et... Papa ? Est-ce que je rêve ? C'est vraiment toi ? Mes yeux étaient brouillés par les larmes. Je me suis précipitée vers mon père et l'ai serré dans mes bras. Puis j'ai découvert ce qui s'était passé. Dès que je me suis évanouie, la horde de barbares a fait une embuscade, a capturé Jack Boucher et nous a tous libérés. Il s'est avéré que ces gens étaient tous des marins, des archéologues et des explorateurs, qui étaient venus sur l'île pour chercher le trésor. En traversant le récif, ils ont été attaqués par un groupe de pirates qui les ont dépouillés de tous leurs biens et possessions, puis ils ont été impitoyablement jetés les mains vides sur l'île. Cet équipage de pirates n'était autre que l'équipage de Jack Boucher. Toutes ces légendes sur l'île, y compris le joyau de l'Amphitrite, ont été inventées par Jack Boucher lui-même, pensant qu'il pourrait dissimuler ses crimes en empêchant les gens de s'approcher de l'île. Waouh ! Cet homme était un vrai monstre. Je savais que quelque chose clochait chez lui. Mais heureusement, profitant de la venue des pirates sur l'île, le groupe de victimes a conspiré pour les capturer et se libérer de l'île déserte. Quant à Simon, le pauvre Simon, il avait traversé tellement de choses. Il était en fait l'une des victimes. Il y a 2 ans, lui et ses parents ont également été abandonnés sur l'île. Inquiets que leur fils ne survive pas, ses parents ont supplié Jack Boucher de le laisser faire partie de son équipage. Voyant que Simon était fort et en bonne santé, Jack Boucher a accepté, à une condition, que si jamais il le trahissait, ses parents seraient exécutés. Grâce à Simon, les victimes ont pu survivre jusqu'à ce jour. Chaque fois que le bateau s'approchait de l'île, il mettait de la nourriture et des produits de première nécessité dans un tonneau et le laissait flotter jusqu'au rivage. Plutôt malin. Oh, et ce n'est pas tout. Quand Simon était sur l'île, il avait rencontré mon père. Et ils ont même eu une conversation avant que Simon ne monte à bord pour rejoindre l'équipage. « S'il te plaît, promets-moi que si tu réussis à t'échapper, essaye de trouver ma fille et donne-lui ceci comme un signe que je suis toujours vivant. » Je te le promets. Je n'arrivais pas à y croire. C'était grâce à Simon que j'avais trouvé mon père. Il a souri à moi et à mon père et a dit « Vous voyez, je tiens toujours mes promesses. » Bref, quand le bateau a accosté, les pirates ont été immédiatement arrêtés. Quant aux victimes, elles ont enfin été réunies avec leurs familles. Une année s'est écoulée et honnêtement, tout cela est encore tellement surréaliste pour moi. Mon père et moi avons passé une grande partie de l'année dernière à mettre en place une organisation pour aider les personnes qui avaient été bloquées sur l'île à se réinsérer dans la société. Leila est en train d'écrire un livre sur notre aventure. Et quant à moi et Simon, eh bien, nous sommes officiellement ensemble. Je suppose que l'île n'était pas si mauvaise après tout, n'est-ce pas ? Elle est si jolie, comme une vraie Barbie. J'aimerais que mes cheveux soient aussi brillants et blonds que les siens. C'est ce que les gens pensent de moi. Mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'est d'être une adolescente normale, comme tout le monde. Vous voyez, depuis que je suis petite, je me suis distinguée avec mes cheveux blonds platine et mes yeux bleus. Les gens ont souvent dit que je ressemblais à une Barbie. Certains m'appellent même Barbie. Ma mère a toujours été très fière de mon apparence. Elle me mettait des robes de princesse et m'inscrivait à des concours de talent pour enfants que je gagnais le plus souvent. Cela a attiré l'attention des médias et bientôt j'ai été invitée à poser pour de grandes marques. À l'époque, j'étais très contente par cette idée. J'aimais toutes les louanges et les petits soins. Mais, de façon inattendue, c'est cette célébrité précoce qui m'a fait perdre progressivement ma liberté. « Nora, va t'habiller! Et vite! Je ne vais pas arriver en retard à la fête d'Anna. »« Oui, maman, ai-je répondu en attrapant à contre-cœur les vêtements que maman a posés sur mon lit.
Nora, tes cheveux naturels sont si magnifiques! Avant même que j'aie eu le temps de répondre, ma mère était déjà là à vanter mes cheveux blonds naturels. Naturels? Ouais, c'est ça. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que maman m'oblige à les décolorer une fois par mois? Ah, elle a fait une grosse histoire il y a quelques mois quand elle a remarqué que mes cheveux devenaient un peu plus foncés. Ensuite, maman m'a traînée de personne en personne pour se vanter de mes progrès. Oh, c'était fastidieux. Alors, quand elle était absorbée par une conversation avec un type, je me suis faufilée jusqu'au buffet et j'ai pris une part de gâteau. J'étais sur le point de la mettre dans ma bouche quand soudain, par derrière, la voix sévère de ma mère a résonné. « Nora, pose ça sur la table tout de suite !» Oh, ce n'est qu'un petit morceau de gâteau. Ce n'est pas comme si j'allais me gonfler après l'avoir mangé. Puis, sans me laisser le temps d'argumenter, elle me l'a arraché des mains et m'a dit « Mange ça, et tu devras sauter le dîner et faire du cardio pendant 1 heure pour brûler toutes ces calories. Tu le veux toujours ?» Bon sang, ça ne sert à rien de discuter avec maman. Alors j'ai pris mon verre et je suis allée dans le coin de la pièce. J'étais en train de tripoter mon verre et j'en avais complètement marre quand soudain un type s'est approché de moi et a presque renversé mon verre. Oh mon Dieu, c'est Philippe, le mannequin adolescent le plus recherché en ce moment. Désolée, êtes-vous Nora? J'ai entendu parler de vous. Mais pourquoi es-tu là, toute seule? Ah, c'est parce que je n'aime pas vraiment les fêtes comme celle-ci. Donc nous sommes pareils. Puis nous avons commencé à bavarder. Et avant que Philippe ne parte, il m'a demandé mon numéro. Après ça, il m'a envoyé des messages tous les soirs. C'était tellement amusant de lui parler, il était si gentil et attentionné. Et il m'envoyait toujours les mèmes les plus drôles. Comme c'est mignon. Un jour, alors qu'on discutait, il m'a envoyé un texto. « Je peux t'inviter à dîner, disons, demain soir ?» Oh! Est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui? Youpi! Mais je devais d'abord demander la permission à maman. Oh! Maman, tu te souviens de Philippe, que nous avons rencontré à la fête d'anniversaire d'Anna? Est-ce que je peux aller dîner avec lui demain? Bien sûr, je te conduirai là-bas. Pas besoin, maman, Philippe viendra me chercher. Non, j'ai dit que je t'emmènerai. Rien de ce que j'ai dit n'a réussi à lui faire changer d'avis et si je n'acceptais pas, elle ne me laissera pas sortir. Bon sang, c'était un rencard, pas un défilé de mode qui nécessitait un manager. Le lendemain soir, dès que j'ai descendu les escaliers, ma mère a recommencé. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu portes ?» Avant que j'aie eu le temps de répondre, ma mère m'a entraînée dans ma chambre, a sorti une robe moulante et m'a dit « Tu as fait tant d'efforts pour avoir ce look, alors autant l'afficher. En plus, sortir avec ce garçon pourrait nous apporter de grosses affaires. » Mon Dieu, j'ai bien compris. Tout ça, c'était juste pour la gloire et l'argent. Philippe était là. J'ai rapidement arrangé mes cheveux, puis j'ai marché vers lui avec confiance. Mais alors que je venais de m'asseoir, avant même que je puisse le saluer, de nulle part, ma mère est apparue et a demandé au serveur d'arranger une autre chaise pour elle. Philippe m'a jeté un regard perplexe, mais je ne savais pas non plus ce qui se passait. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« On a toujours été ensemble. Ça ne te dérange pas que je m'assoie ici ?» ?»« Ah, non, pas du tout. » Philippe a souri maladroitement. Oh, c'était si embarrassant! Quand le serveur est apparu avec les menus, j'étais en fait contente de cette distraction. Mais, oh non, je n'avais même pas eu l'occasion d'ouvrir le menu que maman avait déjà fini de commander pour nous deux. Saumon grillé avec salade, sans vinaigrette. Comme c'était ennuyeux. Oh, mais ce n'est pas tout. Pendant le dîner, ma mère a continué à poser des questions à Philippe. Que font tes parents? Oh, ils dirigent seulement une petite entreprise? Je pensais qu'ils étaient les présidents d'une société ou quelque chose comme ça. C'était insupportable. Arrête! Ce ne sont pas tes affaires. Je ne faisais que demander. Philippe, l'air ahuri, a trouvé une excuse pour dire qu'il avait quelque chose à faire, puis il est parti. C'est ça. Grâce à ma mère, mon premier encart était complètement raté. Frustrée, je suis partie juste après lui et je n'ai pas dit un mot à maman pendant tout le trajet du retour. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Quand nous sommes rentrés, elle continuait de dire que je ne devais pas sortir avec Philippe car il ne serait d'aucune utilité pour ma carrière. « Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, là? Je peux sortir avec qui je veux. Tu sais quoi? Je ne veux plus que tu sois mon manager et je vais déménager toute seule. » Puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait mes bagages. « Chérie, j'étais juste inquiète pour toi. Je suis désolée. » Elle m'a serrée dans ses bras en sanglotant. « S'il te plaît, ne me quitte pas comme ton père l'a fait. Je ne peux pas vivre sans toi. » En entendant ça, mon cœur s'est effondré. Elle avait raison.
Depuis que papa est parti, il n'y a qu'elle pour s'occuper de moi et m'aimer. Elle est un peu dure et trop contrôlante, mais elle voulait bien faire, n'est-ce pas? J'ai envoyé plusieurs SMS à Philippe pour m'excuser, mais il n'a jamais répondu. Nora, regarde droit devant toi. Où est passé ton charisme? Faisons une petite pause. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles distraite aujourd'hui. J'ai soupiré et raconté à Eleanor mon rendez-vous avec Philippe. Mon Dieu, ta mère est totalement une maniaque du contrôle. Tu dois être forte et t'opposer à elle pour gagner ta liberté. Bien sûr, je voulais la liberté. Mais par où commencer? Soudain, mon téléphone a sonné et a arrêté le cours de mes pensées. C'était maman. Chérie, Anna est malade. Je reste chez elle ce soir. Le dîner est dans le frigo et n'oublie pas d'aller sur le tapis roulant 1 heure avant de te coucher. Je t'aime. Youpi! Ce soir, je serai libre de faire ce que je veux. Donc, j'ai soudainement eu une idée brillante. Oui, j'allais organiser une soirée pyjama. Eleanor a suggéré de commander des pizzas et bien sûr, tout le monde a accepté avec enthousiasme. Trop bon! Soudain, la porte s'est ouverte. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur quand j'ai vu que c'était maman. Et oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. Nora, que diable fais-tu maintenant? Et vous pouvez deviner la suite. Elle a chassé tous mes amis et pire encore, elle m'a forcée à me réveiller à 5 heures du matin pour s'entraîner. Tout ça à cause d'une bouchée de pizza. Eleanor avait raison, je devais mettre un terme à cela en lui tenant enfin tête. C'est insupportable. Pour évacuer le stress, le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai toujours voulu. Waouh, c'est trop mignon! Je le sais, ça fait du bien de faire ce que je veux. Nora, pourquoi es-tu là? Comment se fait-il que tu n'aies répondu à aucun de mes appels? Surprise, je me suis retournée pour voir ma mère debout qui me regardait fixement. J'ai rapidement couvert le tatouage sur mon poignet avec mon autre main, mais c'était trop tard. Nora, comment oses-tu te faire tatouer sans ma permission? Retourne là-dedans et fais-le enlever tout de suite. Non, maman. Mon corps, mon choix. À partir de maintenant, je prendrai les décisions sur ma propre vie. Tout le monde dans la rue s'est arrêté pour nous regarder. Voyant cela, maman a jeté un regard furieux à Eleanor, puis m'a traînée vers la voiture. Mais comment a-t-elle su que j'étais au studio de tatouage? Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré, avec un appareil AirTag inconnu à proximité. Attends, est-ce que ça pourrait être? J'ai rapidement vérifié mes affaires et, oh mon Dieu, c'est vrai! Maman avait collé un AirTag dans un coin caché de mon sac. Pourquoi as-tu attaché un AirTag à mon sac? Pour que je sois au courant quand tu fais des choses stupides, comme ternir ton corps avec un affreux tatouage. Va le faire enlever dès que possible. J'ai 18 ans, je peux faire ce que je veux. Eleanor avait raison, tu veux juste faire de moi une marionnette à contrôler. Je le savais. Nora, je t'interdis de traîner avec cette fille, plus jamais. Elle est jalouse de toi et veut ruiner ta carrière. Elle voulait juste m'aider. Ton comportement n'est pas acceptable. Puis elle m'a tirée dans ma chambre et a fermé la porte à clé. Tu vas y rester jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. J'ai tapé sur la porte et crié jusqu'à ce que ma voix soit enrouée, mais ça n'a servi à rien. 3 jours ont passé, maman m'apportait toujours à manger, mais elle refusait de me laisser sortir. Oh non! Voulait-elle me garder ici pour toujours? J'ai vite appelé Eleanor à l'aide, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ne répondait-elle pas au téléphone? Et puis, soudain, j'ai vu un article qui rapportait qu'un mannequin avait parlé de la façon dont Eleanor l'avait trompé pour lui voler sa place de vedette pour le prochain défilé d'un célèbre créateur. Et ce mannequin était moi? Impossible. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et je n'ai pas été en contact avec la presse. Puis une pensée a traversé mon esprit. Maman. C'est ça. En tant que manager, elle a dû dire cela aux médias pour diffamer Eleanor, tandis qu'Eleanor doit penser que c'est moi qui ai fait tout cela. Ah, pas étonnant qu'elle ignorait mes appels. En colère et déçue par le comportement de maman, j'ai décidé de me confier à mon Twitter. De façon inattendue, après seulement 20 minutes, mon post a été partagé rapidement, et le hashtag #RescueNora était en tête des recherches. Mais maman est alors entrée en colère et a confisqué mon téléphone. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne ici et te sauve. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par des bruits forts venant de l'extérieur. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai vu une foule de personnes tenant des pancartes disant « Libérez Nora » et « Laissez Barbie sortir ». Mais attendez une minute. J'ai repéré des visages familiers. Eleanor et Philippe. Ils tenaient une grande pancarte disant « Nous voulons voir Nora ». Finalement, sous la pression de la foule, maman a été obligée de me libérer. Honnêtement, j'étais reconnaissante envers les gens qui m'avaient soutenue.
surtout Eleanor et Philippe. Grâce à eux, j'ai enfin osé briser le contrôle et l'emprise déraisonnable de ma mère et être moi-même. Donc, j'ai décidé d'emménager dans mon propre appart. Quant à ma mère, je veux lui pardonner, mais c'est difficile. J'espère qu'elle comprendra que ce qu'elle a fait était mal. Nous pourrons reconstruire notre relation. Oh, et une dernière chose, je ne décolorerai plus mes cheveux juste pour avoir des cheveux de poupée comme avant. J'ai décidé de garder ma couleur de cheveux naturelle. Cela pourrait affecter ma carrière de mannequin, et alors? C'est ma couleur naturelle, et je l'aime bien. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, la vie est belle, car j'ai ma meilleure amie Eleanor et mon petit ami Philippe à mes côtés. J'étais si nerveuse, comme je n'ai jamais été auparavant. Je ne savais même pas que c'était possible pour une conférence de presse d'être aussi bondée. Soudain, les flashs sont arrivés de toutes les directions. C'était presque aveuglant, mais le déclic ne s'arrêtait pas, ainsi que leur voix m'appelant par mon nom. « Hazel, regarde par ici !»« Ici, par ici, Hazel !» Oh mon Dieu, pourquoi c'était si chaotique? J'ai commencé à paniquer et je me suis enfuie. Mais je n'avais fait que quelques pas quand... Boum! Oh, ce stupide talon! Oh, salut, je ne vous avais pas vu. Soyons réalistes, c'est assez difficile de voir quelqu'un sous cet angle. Puis de toutes parts, les journalistes ont afflué tels des vautours affamés en essayant de me prendre en photo. J'étais encore confuse et je ne savais pas quoi faire quand... « Messieurs, s'il vous plaît, laissez-lui un peu d'espace. Tu vas bien ?» Robert, mon père adoptif, est venu m'aider à me relever. Excusez-nous, c'est la première fois qu'elle assiste à un tel événement. Si vous êtes d'accord, nous allons l'aider à répondre à vos questions. Ouf! J'avais enfin échappé au chaos. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Dès qu'il est rentré dans la maison, Robert a crié « Pamela !» Ce qui m'a donné la peur de ma vie. « Je ne t'ai pas demandé d'apprendre les bonnes manières à Hazel ? Comment as-tu pu la laisser s'embarrasser devant le public comme ça ?» Pamela avait l'air mortifiée et continuait à s'incliner et à s'excuser, mais Robert était toujours furieux. « Si ça se reproduit, tu ferais mieux de faire tes valises et de partir d'ici. » Je me sentais tellement coupable. C'était à cause de moi qu'elle s'était fait hurler dessus comme ça. Mais j'avais fait de mon mieux. Ce n'était clairement pas assez bien. J'ai essayé d'oublier, mais tôt le lendemain matin, Pamela m'a réveillée. Elle m'a donné un emploi du temps et m'a dit qu'à partir de maintenant, je n'aurais plus besoin d'aller à l'école, et qu'au lieu de ça, un tuteur viendrait m'enseigner à la maison. Quoi? Pourquoi tout d'un coup? J'ai demandé à Pamela, choquée. C'est à cause de l'incident d'hier. Le maire a décidé que vous deviez passer plus de temps à apprendre l'étiquette nécessaire. Es-tu sérieuse? Il ne peut pas me garder enfermée ici. Pas question! Hazel, écoute, tu devrais être reconnaissante d'avoir été adoptée dans cette maison. Garde à l'esprit tout ce que M. Cornelius a fait pour toi et fais docilement ce que je te dis. Tu comprends ce que je veux dire? En regardant Pamela, je savais que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Le jour de la cérémonie d'ouverture de la mairie était enfin arrivé et j'ai pu quitter la maison pour la première fois en 1 mois. 1 mois entier! C'était le moment de vérité. Aux yeux du public, je m'étais complètement transformée en une vraie jeune fille prestigieuse. Lorsque Robert a commencé son discours, il a annoncé une collecte de fonds au profit de mon orphelinat, dans l'espoir que les enfants comme moi aient une chance de vivre une vie meilleure. En entendant son discours, j'ai eu du mal à retenir mes larmes. J'étais assise à côté de ma mère adoptive, Elinor, et je me suis retournée pour la serrer dans mes bras. Tout le monde me regardait et il semblait que j'avais enfin fait quelque chose de bien. J'ai souri à Robert et nous avions tous les deux les larmes aux yeux. Peut-être que Pamela avait raison. J'avais de la chance d'avoir été adoptée par des gens aussi gentils. Mais dès que nous sommes rentrés, tout a changé. Mes parents se sont tus et sont allés dans leur chambre, me laissant seule. Où étaient mes louanges? J'avais si bien fait, non? Pourquoi n'étaient-ils pas contents? Les jours suivants, ils m'ont encore demandé de les rejoindre pour leurs événements, donc on dirait que j'ai fait du bon travail. Tandis que les médias et le public étaient là, ils étaient tous sentimentaux et affectueux envers moi, me félicitant constamment. Nous devions avoir l'air d'une famille parfaite. Mais dès qu'on rentrait à la maison, ils m'ignoraient, et s'ils voulaient me dire quelque chose, ils demandaient à Pamela de me le transmettre. C'était vraiment bizarre. Je commençais à me sentir seule et déprimée, et même si je vivais dans un véritable luxe, l'orphelinat me manquait. Un jour, la fille de Pamela, qui est aussi la seule amie que j'avais dans cet énorme manoir, Paisley, a vu à quel point j'étais bouleversée et m'a demandé « Hey, pourquoi as-tu accepté d'emménager dans cette maison? Tu es clairement malheureuse ici. » Paisley m'a compris. Elle avait le même âge que moi, donc on pouvait bien s'entendre. J'étais nerveuse de lui en parler, mais je savais qu'elle comprendrait. Alors je lui ai tout dit. Le truc, c'est que j'ai une petite sœur. Elle a seulement 8 ans et elle s'appelle Amber. C'est pour ça que l'orphelinat me manquait tant. Elle y était encore.
Elle a une maladie cardiaque congénitale et après la mort de nos parents, l'orphelinat ne pouvait pas payer ses factures d'hôpital. Quand la famille du maire a décidé de m'adopter, j'ai refusé parce que je ne voulais pas laisser Amber seule. Mais ensuite, Robert a proposé de payer ses traitements médicaux si j'acceptais, et le reste appartient à l'histoire. Je ne peux pas partir comme ça. Si je le fais, que va-t-il arriver à Amber? Oh, Hazel, je ne savais pas ça. Je suis désolée, mais je dois être honnête avec toi. Une fois, j'ai entendu Robert et Elinor dire que tu étais la fille parfaite pour jouer ce rôle. Hein? Quel rôle? Ça voulait dire qu'il m'utilisait pour quelque chose? Ça n'avait aucun sens, mais ces mots retentissaient dans mon esprit jusqu'à ce que... Un jour, Elinor m'a demandé de l'accompagner à un événement caritatif qui, disait-elle, allait être diffusé à la télévision. On devait préparer des plats faits maison et les distribuer aux sans-abri. J'étais si contente, mais lorsque je suis entrée dans notre cuisine, j'ai découvert que les chefs avaient déjà tout préparé avant l'arrivée de l'équipe de tournage. J'étais très déçue et j'ai demandé à Elinor ce qu'il en était. Elle a ri et a dit « Oh non, ma chérie, notre travail consiste juste à être jolie et gracieuse devant la caméra. » Puis, avant de distribuer la nourriture, elle m'a donné une paire de gants et m'a dit « Ne touche pas leurs mains, d'accord? Elles sont sales. » Oh mon Dieu! Comment a-t-elle pu dire de telles choses? Oh! Alors ça m'a frappée. Je comprenais maintenant ce que Paisley avait dit. L'affection et la gentillesse que les Cornelius me montraient, c'était juste pour le spectacle. Tout ça pour gagner la confiance de l'audience, alias le public, alors que c'était ça leur vrai visage. Je devais faire quelque chose, je ne pouvais pas les laisser tromper le public comme ça. Lorsqu'Elinor est allée aux toilettes et a enlevé ses gants, je les ai rapidement saisis et jetés à la poubelle. Quand nous sommes ressortis, un sans-abri s'est approché d'elle pour lui exprimer sa gratitude et lui a demandé une poignée de main. Bien sûr, elle a essayé de refuser, mais à ce moment-là, la caméra était tournée vers elle. Alors, elle n'avait pas d'autre choix. Et l'homme ne s'est pas contenté de lui serrer la main. Il a même pris Elinor dans ses bras pour un gros câlin. Je n'ai pas pu retenir mon rire en voyant à quel point elle était troublée. C'était bien fait pour elle. Ensuite, Elinor a attrapé mon bras et m'a traînée dans un coin tranquille. Puis elle a dit « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» J'ai fait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Plus tard, dans la soirée, quand nous sommes rentrés à la maison, Robert nous attendait déjà et m'a crié « À quoi penses-tu jouer ?» J'étais confuse, mais ensuite Elinor a ajouté « Ne tente pas de m'embêter comme ça encore une fois. Maintenant, écoute bien, ta petite sœur ne te manque-t-elle pas? Tu n'es pas curieuse de savoir si elle va bien ou pas? C'est vrai, il vaut mieux bien te comporter à partir de maintenant, jeune fille. » J'étais si bouleversée par ce qu'ils avaient dit que je voulais même pas quitter ma chambre. Et si quelque chose arrivait à ma sœur? Soudain, Paisley est passée par la fenêtre pour entrer dans ma chambre. Dès que je l'ai vue, j'ai fondu en larmes. « Paisley, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin que tu ailles à mon orphelinat voir Amber pour voir si elle va bien. » Quelques heures plus tard, Paisley est revenue, haletante. « Ta sœur, elle ne va pas très bien. »« Quoi? Mais n'avait-elle pas reçu de l'argent pour ses traitements mensuels ?» Paisley a secoué la tête. « Les nonnes ont dit qu'elles n'ont pas reçu un centime depuis ton départ. Maintenant, Amber survit à peine. » Les mots de Paisley m'ont brisé le cœur. Ces deux-là m'avaient trompée pendant tout ce temps et maintenant la vie de ma sœur ne tenait qu'à un fil. Je devais aller au fond des choses. Je suis passée devant le bureau de Robert et j'ai entendu quelqu'un parler. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un groupe d'hommes d'âge moyen assis autour d'une table. L'un d'eux a pris la parole. « Hé Robert, le jour de l'élection approche. Est-ce que la petite fille fait toujours du bon travail? » « Oh, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite fille idiote. Elle croit tout ce que je lui dis. Surtout à propos de sa sœur malade. » Robert a souri. Comment ose-t-il parler de ma sœur comme ça? Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser cet homme vicieux tromper tout le monde comme il m'avait fait. Alors, j'ai pris mon téléphone pour filmer. En parlant de ça, combien d'argent de charité avons-nous obtenu jusqu'à présent? 100 000 $, Robert a dit. Et la salle a été remplie de louanges. Messieurs, d'ici la fête de clôture de l'action caritative ce week-end, nous devrions avoir presque 500 000 $ pour la campagne électorale. Dès que j'aurai gagné, votre entreprise bénéficiera de réductions d'impôts pendant les 4 prochaines années. J'ai dû couvrir ma bouche pour m'empêcher de halter. Pendant tout ce temps, il m'avait exploité, moi et l'orphelinat, pour sa corruption. Mon Dieu, je me suis sentie si stupide de tomber dans son piège. Soudain, mon téléphone a sonné. « Qui est là ?» Robert a crié et s'est précipité vers la porte. Oh non, paniqué, j'ai couru, mais pas assez loin, avant que je trébuche et que le téléphone s'envole de ma main. Robert et ses hommes m'ont rattrapé, ont pris le téléphone et ont effacé toutes mes preuves. Ils m'ont même confisqué le téléphone. Il s'est tourné vers moi et m'a dit
Je t'ai déjà prévenu, n'est-ce pas? Tu es un menteur! J'ai crié. Tu n'as pas payé 1 centime à ma sœur! Robert a grogné. Qui t'a dit ça? Mais tout ce qu'il avait comme réponse était mon silence et mon regard irrité. Furieux, il m'a traîné jusqu'à ma chambre. Servante, apportez-moi les clés de sa chambre. Et il m'a enfermée à l'intérieur. Jusqu'au jour de la fête de clôture de l'association caritative, où ils allaient annoncer la somme d'argent qu'ils avaient perçue. Ce jour-là, tout le personnel était sorti du manoir. Soudain, j'ai entendu qu'on déverrouillait ma porte. Je me suis cachée derrière l'armoire. « Hazel, où es-tu » Oh, c'était juste Paisley. Ouf. Elle a trouvé un moyen de me faire échapper du manoir et m'a dit de courir directement à l'orphelinat. Mais non, je devais d'abord démasquer ce vieux renard rusé, Robert. Quand je suis arrivée à l'événement, Robert était en train de faire son discours. J'ai immédiatement couru vers la scène, pris le micro et raconté à tout le monde son plan diabolique. Mais je n'étais pas de taille. Avant que je puisse finir, la sécurité m'a traînée hors de la scène. Et Robert avait déjà pris le contrôle de la situation. Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolée pour le comportement de ma fille. La raison pour laquelle nous avons décidé de l'adopter était sa maladie mentale. Depuis qu'elle est arrivée chez nous, elle s'est améliorée, mais comme vous pouvez le voir, il y a eu une petite rechute. Quel serpent! Cet abruti ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. À ce moment-là, le grand écran de la scène a soudainement montré la vidéo que j'avais prise, révélant tous les plans de Robert et de ses complices. Maintenant, il était bel et bien exposé. Je l'ai regardé pendant qu'il balbutiait. Non, ça ne peut pas arriver. À ce moment précis, la police s'est précipitée pour arrêter Robert et ses complices dans les tribunes. Vous vous demandez comment nous avons réussi à faire ça? Alors que je courais dans le couloir, j'ai réussi à envoyer la vidéo à Paisley. Dès qu'elle l'a reçue, elle est venue me trouver et a vu tout ce qui s'était passé. Elle a couru chez sa mère pour demander de l'aide. Pamela a alors élaboré un plan. Pendant que Paisley me libérait du manoir, Pamela s'est mise au travail pour projeter la vidéo sur le grand écran. Génial, non? 1 mois plus tard, Robert et ses complices sont arrêtés pour détournement de fonds, et bien sûr, il est enfermé pour un longtemps. Lui et Elinor ont tous les deux reçu un tel retour de bâton de la part du public, à tel point qu'elle a dû rester cachée elle aussi. L'argent de la charité a heureusement été remis à l'orphelinat, et une partie a été utilisée pour prendre soin de ma sœur, Amber. Elle va beaucoup mieux maintenant. Oh, Paisley et moi sommes toujours les meilleurs amis du monde. Pamela a trouvé un bien meilleur travail, et quant à moi, je suis retournée à l'orphelinat jusqu'à ce que je sois assez grande pour partir. Je préfère 1000 fois rester seule avec ma sœur que d'être adoptée par une famille paumée à nouveau.